Bonsoir, merci d'être venu malgré ce magnifique beau temps. Donc on est peut-être un petit peu moins nombreux que d'habitude, ça nous permettra d'avoir des échanges un peu plus interactifs. Je vous représente pour ceux qui ne connaissent pas le projet. Donc le projet global s'appelle Ville du futur. C'est un projet qui a été monté en partenariat avec plusieurs partenaires d'un campus ville, le campus Paris-Est, donc un institut de recherche, l'IFSTAR, l'école d'urbanisme de Paris, un laboratoire d'excellence, laboratoire Futurs Urbains. Donc ça, ce sont nos partenaires côté scientifique. Et puis du côté culturel, l'agence culturelle Arcadie Île-de-France, et puis la Maison de la Poésie qui nous accueille à chacune de ces conférences. Là, on est à la 6e conférence avec un sujet qui va aborder la question des cartes, qui nous préoccupe depuis un certain temps, avec 2 grandes entrées, une entrée sur l'espace et une entrée sociale. Alors c'est intéressant parce qu'on va frotter justement les différents points de vue, et pour cela, on va se poser la question de ces relations dans la scène urbaine. Donc on a 4 personnes, comme à chaque fois, 2 scientifiques, un écrivain et un artiste. On va commencer par Marion, qui est juste à côté de moi, donc qui est sociogéographe et chercheuse sur la question de l'analyse des réseaux. Demain au CNRS, on peut dire que pas encore, mais bientôt au CNRS. Donc elle nous présentera notamment un travail très intéressant sur la circulation des idées et des connaissances dans les villes et dans le monde. Ça, c'est quelque chose de passionnant qui nous permettra justement de voir comment ça fonctionne, et on va démonter un certain nombre d'idées reçues sur le sujet. À côté de moi, Thomas Chenezo. Vous êtes plasticien, commissaire d'exposition justement sur les réseaux sociaux. Et là, on verra ce qu'on peut remettre en question, ce que ça nous donne comme représentation du monde, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se jouer de ce côté-là, parfois invisibles. Vous avez travaillé dans un laboratoire ENSA de NS aussi. Oui, donc on reviendra sur ces aspects-là pour dire que vous avez un peu plusieurs casquettes, commissaire d'exposition, plasticien, et puis aussi ce laboratoire, on peut dire, de recherche artistique. À côté de moi, Eric Hazan. Donc, vous êtes écrivain, vous avez sorti un certain nombre de livres. J'en ai pris 2. Voilà, je les vends comme d'habitude. Non, je plaisante. Donc, il y en a un qui s'appelle Une traversée de Paris, qui est de circonstances, et L'invention de Paris. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous faites, c'est que vous explorez la ville, notamment en marchant, et surtout avec des références qui vont chercher du côté de l'histoire, du côté des écrivains, une littérature sensible, bien évidemment, et puis aussi avec toute la culture populaire, qu'on oublie parfois et que vous sentez encore très présente dans la ville de Paris. Donc on reviendra sur vos perceptions et vos représentations, et puis vous nous direz aussi comment vous pouvez réagir par rapport aux travaux qui vont être présentés autour de vous. Dernier intervenant, Alain Lostis, donc à l'IFSTAR et à l'Université Paris-Est. Donc vous travaillez sur les questions de géographie, d'urbanisme, notamment avec une entrée plus particulière sur les cartes numériques et représentation numérique. Voilà, j'en dis pas plus. Et puis vous nous présenterez aussi un certain nombre d'images, parce que c'est un sujet qui est plus facile d'aborder sous l'angle des images. Voilà. Donc nous allons commencer par Marion, à qui je vais passer un micro. Je vais vous demander assez rapidement de nous présenter. Je pense qu'il y a le son. Tu penses ? Oui. Bonsoir. Ouais. Présentez vos travaux, et puis après je vous poserai quelques questions. D'accord. Bon, ben merci d'être là. Donc, je suis Marion Maisonneuve, je suis géographe. Actuellement, je suis chercheuse invitée à l'Université d'Édimbourg. Donc, mon travail depuis ma thèse porte en grande partie sur la géographie, l'étude de la géographie des activités scientifiques, donc de leur localisation et surtout des échanges que les activités scientifiques engendrent entre les chercheurs et donc au-delà entre de très nombreuses villes dans le monde où il y a de l'activité scientifique. Donc, comment des liens s'établissent à travers le monde, comment les idées circulent d'un lieu à l'autre, et comment se forme en fait une communauté mondiale de recherche, comme on parle souvent de la communauté scientifique internationale qui ne connaîtrait pas de frontières. C'est ce thème-là qui m'a intéressée en particulier depuis ma thèse, et depuis je suis allée en déclinant sur différents sujets, en regardant plus précisément certains thèmes de recherche et les dynamismes dans le temps de ces échanges entre villes qu'on pouvait voir à travers les activités scientifiques. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a une accélération de ces échanges, justement. Alors voilà, on part de plusieurs observations sur l'organisation de la science.
c'est qu'aujourd'hui, on a un nombre croissant, enfin même depuis assez longtemps, le nombre de villes depuis lesquelles de la science est produite, c'est-à-dire le nombre de villes où il y a des universités dans le monde a augmenté de manière très très importante depuis les années, je dirais même depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un processus en fait continu, même tout au long du XXe siècle, il y a eu un processus continu d'augmentation et d'apparition de nouvelles universités dans le monde. C'était lié à l'augmentation simplement des besoins en enseignement supérieur. La part de la population mondiale qui va dans les universités, ou en tout cas qui fait des études supérieures, a fortement augmenté. Et ça a justifié en fait la création d'un très grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur qui accueillent non seulement des enseignants, mais donc aussi des gens qui effectuent des activités de recherche. Donc aujourd'hui, vous trouvez des scientifiques un peu partout dans le monde. Alors, je vais remonter un peu loin dans le... Voilà. On va partir de celui-là. Et ça aboutit parfois de la part de certaines personnes qui observent ce phénomène à considérer qu'on est avec la communauté scientifique un petit peu comme on est avec Facebook. Donc il y a eu ces deux images qui ont été comparées à un moment donné, celle des amitiés Facebook et celle des collaborations scientifiques qui se mettaient en place à travers le monde. Et donc ces deux images pouvaient laisser penser qu'on était dans un monde qui ne connaissait plus aucune frontière, parce que là on voit des liens qui s'établissent vraiment partout. Et puis le problème qu'on a relevé avec mes collègues sur ces images, c'est qu'elles ne permettaient peut-être pas bien de se rendre compte que quand même il y avait une structuration qui se maintenait et que c'était pas une expansion sans aucune... un petit peu... Est-ce qu'on voit qu'il y a des trous par endroit? Alors, des secteurs qui ne sont pas du tout couverts? En fait, il y a des très fins, les flux sont représentés de manière très fine, c'est assez artistique, c'est assez peu scientifique parce qu'on n'a pas de légende. Donc il y a vraiment, de la part des gens, j'ai mis les personnes qui les avaient fait, c'est en fait des entreprises à chaque fois, l'auteur. Donc on est sur plutôt des représentations qui ont un point de vue un peu marketing en fait, qui cherchent à défendre une idée. Donc pour Facebook, on est mondial, les amitiés n'ont pas de frontières, et pour la science, c'est un petit peu la même idée. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a eu des commentaires qui ont été proposés par des collègues sur ces cartes en disant peut-être si on avait adopté un autre type de représentation avec de l'échelle, en fait, en tenant compte de l'intensité des liens, on aurait vu autre chose, c'est-à-dire en fait, est-ce que les liens, là ça met en valeur des liens qui sont à très grande distance parce qu'on les voit apparaître, mais en réalité si on avait tenu compte de leur intensité, ces liens-là sont quand même moins fréquents que les liens qui s'établissent à l'intérieur des pays. Enfin, pour Facebook, là, on oppose deux visions, une vision un peu plus gadget de la relation et puis une relation de fond qui est sur la construction des savoirs. Donc on n'est pas du tout sur la même... Dans la comparaison, oui, voilà, mais on retrouve en fait une idéologie, on cherche quand même, avec ces deux cartes, ça a été d'essayer de montrer que les frontières n'existent plus, que la mondialisation c'est ça, et donc c'est ça que j'ai essayé de questionner dans mon travail. Parfait. Ce qui questionne aussi, c'est la question de la diffusion de l'information, ça nous donne une autre géographie. Est-ce qu'on peut dire que cette géographie, elle est plus sensible, justement, c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui, puisque là, on est sur quelque chose qui est difficile à représenter. C'est là-dessus que vous travaillez. Comment est-ce qu'on peut représenter des choses qui sont invisibles, en fait? Oui. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, la géographie, elle était un petit peu réfractaire à regarder les activités intellectuelles. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas trop de géographes qui vont m'en vouloir pour ce que je dis là maintenant. Mais c'est vrai qu'il y avait une tendance de la géographie à regarder ce qui était visible, en fait, à des échanges de produits commerciaux, les infrastructures de transport, tout ce qui est un petit peu solide. Mais dès que c'était des idées, quelque chose qui n'est pas palpable, ça a été une géographie qui arrivait plus tardivement, celle des réseaux d'information et celle de la science encore plus tardivement, je dirais. Alors qu'en fait, on peut essayer, enfin c'est ce que j'ai fait avec mes collègues, on peut utiliser des sources qui permettent de regarder comment ça s'organise. Donc ces sources, j'en ai pas encore parlé, ce sont les publications des chercheurs. Comme les chercheurs, la recherche, ça produit beaucoup de papier. Et tout ce papier, on identifie assez facilement sur ces articles qui sont les auteurs, d'où est-ce qu'ils écrivent, donc quelle est leur adresse. Et ensuite, on peut identifier très facilement, parce que c'est très codifié comme mode de production de savoir, on peut identifier les références qu'il y a entre ces articles, parce qu'ils se citent les uns les autres, et donc ça vous crée assez rapidement des réseaux assez importants.
et on peut remonter dans le temps, tenir compte des dynamiques, etc. Donc c'est des sources très précieuses que les personnes qui travaillent sur des sources plus récentes et numériques doivent nous envier, ce qui fait que beaucoup de travaux sont liés parfois et s'inspirent des travaux qui ont été faits sur les sources sur la science. Donc voilà. Mais la dimension géographique avait été peu appréhendée jusqu'à maintenant. C'est intéressant, c'est que vous faites des liens entre les villes, hein, donc vos travaux, c'est les liens entre les villes, et que vous montrez justement que ce n'est pas forcément ce qu'on croit. C'est-à-dire que nous, on a une représentation de ville-monde, et à côté de ça, vous avez parlé de villes secondaires, et vous avez identifié des villes secondaires où il y a des spécificités, et qui nous amènerait à dire que d'un côté, on a les pôles d'excellence, appelés comme ça en tant que tels, et peut-être aussi d'autres pôles émergents. Ça, je trouve ça très intéressant comme idée. Oui, voilà. Donc c'est vrai que pour revenir sur en fait, les imaginaires dont je parlais au début et l'idée d'un tout petit monde et d'un collège global, ça aboutit parfois à présenter les choses comme ça. Donc là, c'est une image assez connue de Richard Florida, qui est à la fois géographe, mais qui est devenu un petit peu homme d'affaires après ces travaux-là, qui disait en fait le monde est très très concentré sur quelques lieux. L'activité, ça se passe seulement dans quelques lieux. Et l'activité d'innovation, en fait, celle qui produit de la richesse aujourd'hui, arrive seulement à quelques endroits dans le monde et il y a des très fortes concentrations et en plus ça s'intensifie. Et il avait pris justement dans son exemple de 2005 l'exemple de la science en prenant les villes qui étaient les plus citées dans le monde. Et donc là, on a une image effectivement qui est quasiment vide et on se dit c'est terrible. Tous les autres savoirs qui sont produits ne sont pas cités, etc. Enfin, bon. Et donc ça, on voit bien, là, il y a des choix aussi dans la représentation. Il y a une logique nord-sud quand même qui est assez forte. Voilà, qui influence. Mais alors avec les travaux qu'on a faits, où on a pris en compte l'ensemble d'une base de données de publications scientifiques, on a repéré en fait des dynamiques. On a pris, parce que là, ce qu'il nous montrait, c'était une image figée, il ne nous donnait pas l'année. Donc nous, on a regardé en fait entre 2000 et 2010. Et on voit qu'en fait, les espaces qui sont représentés en rouge sont les espaces où ça a le plus augmenté, en fait. Donc là, c'est le nombre de citations reçues par les articles scientifiques. Donc on voit la Chine qui est de plus en plus citée, donc une visibilité croissante. Alors que si on relit Florida, il nous disait la Chine existe, mais elle n'est pas, justement, elle a besoin, les Chinois ont besoin d'aller à la Silicon Valley s'ils veulent. Donc ça, c'est expliqué dans cet article. Donc il n'avait pas, donc on était en 2005, donc on ne peut pas lui en vouloir, il n'y avait pas encore eu cette... là, maintenant, c'est évident, c'est plus possible de le re-questionner. Donc voilà, il y a des dynamiques comme ça qu'on peut identifier et on voit que ça change et que le monde scientifique n'est plus aussi concentré qu'il l'était autrefois et qu'il est en voie de déconcentration, et y compris dans les pays traditionnels, donc la France, les États-Unis. Si on regarde de plus près, et donc ici on effectue un zoom, alors il est en petit en bas à gauche, on voit que les endroits où l'activité, les citations sont de plus en plus augmentent le plus, sont les endroits qui sont un peu périphériques. Donc ici, l'Espagne, l'Italie, en fait la périphérie de l'Europe, on va dire. Donc cette déconcentration, elle apparaît à plusieurs niveaux. Donc le monde est beaucoup plus complexe qu'un monde qui se concentrerait seulement dans quelques villes. Ce qui est intéressant dans vos travaux, c'est que vous parlez justement de ce qu'il existe localement. C'est-à-dire ce qu'il existe comme logique géographique, logique sociale, comme culture du territoire, qui peut notamment amener une spécificité, et même extrêmement pointue, qu'on ne retrouvera pas forcément dans la ville-monde. Oui. Alors ensuite, toute cette géographie, elle n'est pas neutre, c'est-à-dire c'est pas juste de la science, c'est que chaque lieu a ses chercheurs qui vont travailler sur certains sujets et que leur sujet d'étude va être orienté parfois par leur environnement local. Donc on va avoir des recherches qui vont être plus développées sur certains sujets traditionnellement parce qu'il y a tel ou tel type d'établissement qui était présent ou tel industriel qui avait eu besoin à un moment donné que se développent des recherches en mécanique des fluides parce qu'il y avait des barrages pas loin, par exemple, c'est le cas de Toulouse, où je ne vais pas développer trop longtemps, mais les exemples sont nombreux. Donc là, effectivement, après, on peut aller plus loin dans l'étude de cette géographie en regardant de plus près où sont les spécialisations et aussi en essayant d'être vigilant sur le fait que tout ça, ce n'est pas figé. Donc, parce que parfois les politiques de cluster ou de financement de la recherche vont avoir tendance à forcer les établissements d'enseignement supérieur à se positionner sur certains sujets en disant moi c'est ça qui me caractérise, donc c'est là-dessus que je dois me développer. Alors que on sait que ça peut évoluer, qu'il y a des lieux qui peuvent devenir plus polyvalents avec le temps. Et donc voilà, c'est intéressant de regarder en dynamique toujours cette géographie. Voilà. Sur les réseaux, parce que
me parler des liens Oui, alors peut-être qu'on peut essayer de passer la parole à Ouais. notre intervenant. Je vais passer le micro, merci. À Thomas Chonezo. Bonjour à tous. Peut-être te présenter rapidement. Très bien. Alors, je suis... attendez, je mets juste en place. Voilà, bonjour. Je suis donc Thomas Chonezo. Je suis artiste et commissaire d'exposition. Je suis aussi... j'ai des fonctions aussi dans un centre d'art comme responsable des relations publiques du Confort Moderne à Poitiers. Et donc, j'ai tout un cursus autour du réseau social que j'ai débuté dans le cadre de mon post-diplôme à l'ENSAD et ensuite continué dans le cadre d'un doctorat à l'ENSAD Lab conjoint à l'ENS donc ces dernières années. Et j'ai développé des projets qui s'approprient donc ce réseau social pour donner un petit peu une dimension et sortir un petit peu de l'écran, de la frontalité de l'écran, et élever un petit peu changer les habitudes que l'on a un petit peu avec le réseau social, Facebook notamment. Je vais vous présenter quelques travaux que j'ai faits qui ont été reconnus et qui ont fait qu'un petit peu je me suis inscrit dans une certaine mouvance Internet art. Notamment en 2011, j'ai vendu un profil Facebook de Marcel Duchamp. Donc c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aux questions de spatialisation du réseau social, mais aussi de l'identité, c'est-à-dire de notre identité numérique, digitale, comment on la maîtrise, comment elle nous échappe via notre activité en ligne. Et je me suis intéressé à cet artiste, qui est un artiste assez complexe, mis en regard avec Andy Warhol, par exemple, ou Picasso. Et il s'avère qu'il existe environ 500 faux profils, ou peut-être un petit peu moins, de Marcel Duchamp. C'est un vrai fake. Et en fait, il a une existence 2.0 très très forte, alors que des artistes plus populaires, comme je vous disais, Andy Warhol, a peut-être 2 faux profils. Et je me suis questionné sur ça en créant moi-même donc un profil Marcel Duchamp et en ajoutant uniquement les Marcel Duchamp dans mon réseau et en discutant avec eux. Et je me suis aperçu qu'ils étaient vraiment géolocalisés un petit peu partout dans le monde. Et tout ça m'a amusé. Donc là, en fait, c'est un screen. Alors, c'est un profil que j'ai vendu, c'est-à-dire que dans le cadre du Festival Futur en Scène en 2011, j'ai mis en vente ce profil et un collectionneur l'a acheté et finalement j'ai vendu l'adresse et le code pour se connecter au profil. L'intérêt dans cette histoire, c'est de montrer comment on peut détourner justement ce qui existe sur les réseaux sociaux. C'est un peu ta démarche. Oui, et c'est aussi de montrer que le réseau social offre des perspectives dont on ne se doute pas, en fait, surtout autour de l'identité. Voilà pour Marcel Duchamp. Comme vous voyez, il y a beaucoup de profils. Je vous invite à aller voir, c'est franchement assez impressionnant de voir qu'il existe aussi fort. En fait, ensuite, en tant qu'artiste sortant de l'école des Beaux-Arts, en fait, finalement, mon médium de prédilection, c'était Internet et très vite Facebook, que j'ai utilisé comme un médium et un média de diffusion. Mais un médium, je dirais, comme un peintre utilise le tableau, et face au châssis, à la limite du châssis. Et moi, mon intérêt, c'était de dépasser le cadre imposé par Facebook avec son interface, avec ses codes. Et donc, je me suis en fait amusé à injecter des contenus parasites dans les espaces d'upload. D'upload, ça veut dire c'est là où on envoie du contenu, en fait, dans les bases de données. Et là, par exemple, c'est un album Facebook. Donc ça, c'est assez ancien. L'interface évolue chaque année. Donc ça, c'est quand même 2012. Et j'ai fait, on peut dire, une grande image, mais que j'ai installée dans la visualisation des albums. Mais cette idée, c'était aussi de troubler l'utilisateur lambda qui serait amené à tomber sur ces visuels et à se poser des questions sur l'interface. En fait, c'est de le mettre en feedback un petit peu sur son utilisation directe et live. Donc finalement, voilà, c'est des détournements graphiques de l'interface qui troublent un petit peu le jeu et qui amènent vers une nouvelle perception. C'était aussi pour moi la volonté de donner de l'épaisseur à l'écran, c'est-à-dire que quand on est sur l'écran, on est toujours face à quelque chose de très plat. Et moi, je me suis amusé justement à créer une dimension, une sorte de perspective temporelle, à la fois spatiale, mais aussi temporelle. Alors, par exemple, alors ici, en fait, j'ai un album qui s'appelle Feedback et qui est tout un détournement de l'interface Facebook. Ça a été progressif chez moi. C'est des choses que j'ai, des captures d'écran que j'ai partagées dans divers groupes
autour de l'art numérique, du post-digital, des nouvelles esthétiques d'Internet. Et je suis très très vite rentré dans des communautés avec d'autres artistes sur le plan international. Ça, c'est intéressant de revenir sur ces communautés, justement, parce que c'est une façon de hacker les réseaux et de se réapproprier son identité numérique. Tout à fait. Moi, mon idée dans ma démarche artistique, c'est de reprendre la main sur son identité qui divague dans le digital. Un peu pour se repérer. Pour poser des points de repère, en fait, pour ne plus être perdu ou pour ne plus naviguer en fonction de l'interface qui nous est imposée. C'est ça. C'est pour divaguer, mais aussi pour se re-questionner sur le sens, la direction, la circulation. Oui, parce que les cartes classiques étaient assez faciles à appréhender. Oui. Et là, vraiment, toute la démarche qui est intéressante, c'est cette prise d'autonomie. Oui. Et cette prise de... Enfin, c'est les usagers qui commencent à se réapproprier. Voilà. Par la démarche artistique, le réseau. Tout à fait. Et alors, une réappropriation totale vraiment de l'interface dans tous ces détails. Et aussi, c'est des expériences d'utilisateurs, en fait, qui sont remis dans le réseau social pour que l'utilisateur lambda vraiment se questionne. Donc, autour de ça, il y a aussi un langage typographique type glitch que j'ai un petit peu développé avec beaucoup d'artistes qui ont fait ça avec moi. Et c'était aussi parasiter cet espace dit d'expression, de liberté, et de contrecarrer un petit peu nos habitudes sur Facebook. On pourrait presque dire que on fera le parallèle avec Eric Hazan, une déambulation sur Facebook, comme on pourrait avoir des déambulations dans la ville. C'est tout à fait ça. En fait, le réseau, Internet, pour moi, c'est un petit peu comme les rues, les avenues d'une ville. Et c'est aussi, en fait, une marque sociale en fait, dans l'espace. Parce que là, il y a une vraie question qui se pose. Si on dit qu'on est sur des rues, du coup, on voit l'arborescence comme le plan d'une ville, dans laquelle il y aurait des interactions complexes. Tout à fait. Qu'on essaye d'intégrer comme essaye de le faire Eric Hazan dans son ouvrage. Tout à fait. Et par exemple, si on pense au street art, qui est une œuvre qu'on peut découvrir au coin d'une rue tout à fait par hasard et être étonné par celle-ci, je pense que des œuvres net art sont du même ordre en fait. C'est une sorte de ligne parallèle et des choses qui se mettent en tension. Et parfois, on découvre des gifs, on découvre des œuvres d'artistes au gré de nos surfs en fait. Donc je pense qu'il y a un vrai lien entre l'internet art et le street art. Alors quand je parlais notamment de perspective de temps, au-delà de la perspective d'espace, ça c'est par exemple une vidéo que j'ai fait dans le cadre d'une performance hop, je vais la mettre en plein écran, voilà, c'est pas là. Voilà, bon, on la voit comme ça. Voilà, c'était aussi là une sorte de... En fait, finalement, la cartographie de Facebook, c'est un peu notre fil d'actualité, c'est notre newsfeed. On a tous nos points de repère, tous les groupes qu'on aime, qui est en ligne, les dernières actualités. Et en fait, on est... ce qui nous impose aussi une linéarité dans nos scrolls, dans nos défilements. Et là, ce qui m'intéressait, c'était de superposer des couches temporelles de surf, en fait, sur le réseau, et d'en créer une perspective un peu utopique, parce que de toute façon, nous, les artistes, on propose des visions qui s'inscrivent aussi dans l'utopie. Voilà un autre exemple de mon déplacement dans la rue et de la consultation de mon fil d'actualité, version cassée, en fait, version glitch. C'est encore un exemple. Donc, avec mon Internet mobile. Petite question, qu'est-ce que vous pensez que ça peut commencer à produire dans la ville? Là, on a parlé des échanges avec Marion tout à l'heure. Est-ce que ça peut être la naissance d'une nouvelle culture urbaine? En tout cas, si on se réapproprie ces réseaux. Oui, c'est similaire, en fait, puisque... En fait, quand on est sur ce réseau social, on a affaire à des clics qui pourraient être des portes. On est dans des voies, dans des directions, dans des déambulations de news en news, de profil en profil. Et je pense qu'il y a une vraie, une vraie identité qui se rejoint entre la ville, grossièrement, et nos habitudes digitales. D'autant plus que sur le réseau social, on se géolocalise, on se prend en photo. Disons que
le paysage urbain et le paysage en général est redéfini par les hashtags, par les différents positionnements, les nouvelles façons de s'exprimer. C'est une nouvelle redéfinition des espaces, d'autant plus que l'Internet mobile est de plus en plus utilisé par la grande majorité des gens. Et on est de moins en moins face à son écran et de plus en plus dans le mouvement en même temps que dans la consultation. Est-ce qu'on peut dire qu'on a les mêmes blocages? C'est-à-dire quand on voit des problèmes de société qu'on peut rencontrer dans les villes, est-ce que vous avez le sentiment que vous affrontez à peu près les mêmes questions que d'autres plasticiens ont pu le faire autrefois avec des œuvres justement qui remettaient en question, qui posaient des problèmes, qui posaient des problèmes de société, quoi, en fait? Alors oui, bien sûr. Et puis, en fait, moi, j'arrive sur le projet Unlike, qui est finalement tout cet univers de net art via Facebook, qui est finalement matérialisé dans un objet tangible et mis en scène dans l'espace. Ça veut dire que, au lieu de se positionner, de se questionner uniquement sur le digital, ce projet-là que j'ai réalisé en 2016 était finalement l'effet inverse. Ça veut dire comment on va matérialiser le réseau et comment on va donner à voir le numérique à travers des objets d'art. Alors, ce qui est intéressant de Unlike, c'est que vous avez invité plein de personnes, vous étiez commissaire d'expo. Oui. Et là, par rapport à leur démarche, comme vous étiez responsable, est-ce que vous vous êtes intéressé au protocole? Comment est-ce que vous avez sélectionné ces travaux par leur pertinence artistique ou, ce qu'on évoquait tout à l'heure, par leur capacité à questionner la ville? Alors, d'abord, je voulais préciser un petit peu que Unlike, ça veut dire un pas de côté, différent d'eux. Mais Unlike, c'est aussi ne plus aimer un contenu. Ça veut dire c'est un peu reprendre la main finalement sur une trace digitale qu'on aurait laissée. On a liké un contenu, mais une fois qu'on like, on peut unliker. Et unliker, c'est finalement disparaître de la visibilité, c'est une trace qu'on efface. Et finalement, ce mot-là, cette trace-là, était pour moi une vraie reprise en main de son identité une fois qu'on l'a saisie dans le réseau social. C'est une nouvelle maîtrise. Et donc, j'ai fait cette exposition avec 13 artistes internationaux qui se sont appropriés le réseau avec de 13 manières différentes et avec des objets artistiques de plasticité différentes. En fait, on avait des installations interactives, des vidéos, des œuvres en 3D, des clips musicaux, des éditions de livres, des peintures. J'ai essayé en fait de cataloguer l'ensemble des beaux-arts. On est dans la sculpture, on est dans beaucoup de choses. Ouais. Des pratiques artistiques, mais vraiment liées à Facebook. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aussi on a eu une campagne de communication assez importante dans la ville avec un affichage assez fort, avec ce mot Unlike comme ça dans la rue, qui a interloqué les gens, qui les a questionnés. C'est un code qu'ils connaissent et d'un coup ils ont vu une grande image Facebook dans la rue et ça... Vous avez réintégré le virtuel dans le réel, en fait. Voilà, aussi simplement que ça. Il faut noter que l'exposition a eu lieu dans une chapelle du XIIe siècle, et ça, c'est assez important, puisque dans le manifeste de cette exposition, moi, ce qui avait le plus de force, c'était de mettre en tension... de mettre en tension ce lieu de contrôle des esprits de l'époque, ce lieu de domination, avec cette nouvelle chapelle numérique qui est Facebook. Moi, je voyais vraiment quelque chose qui se ressemblait vraiment et que je voulais associer. Donc, en fait, mon travail de commissaire et de scénographe a été d'habiller cette chapelle avec ces œuvres. Voilà, avec des œuvres qui aussi ont fait polémique, certaines. Parce qu'il y avait des nus, des choses. En fait, toute cette culture de l'Internet, c'est aussi des images un peu trash, un peu porn, un peu... voilà, j'ai vraiment voulu les afficher dans cette chapelle. Oui, c'est qu'en fait, en les sortant du réseau, ça a donné une autre lecture que celle qu'on pouvait avoir. Oui, et puis c'était aussi toucher d'autres publics. Il y a eu un grand travail de médiation fait auprès des collèges, des lycées, sur justement pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on laissait en ligne, qui on était en ligne et qu'est-ce que était l'identité digitale. Et c'est vrai que ça a marqué aussi sur le côté médiation. Ça a été assez fort. Les gens sont surtout venus parce qu'ils ont vu les empreintes dans la ville de cette grande affiche. Et ça, c'est important. Ce qui est intéressant, c'est de mélanger en fait les différentes pratiques.
Parce que vous aviez un éditeur, je crois que vous m'avez dit. Il y a un éditeur, il y a des vidéos, du cinéma, il y a de l'intelligence artificielle, il y a de l'installation interactive avec tracking, du mapping. C'est vraiment en transversalité. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Super. Alors, il y a une question que je me pose par rapport à ce qu'évoquait Marion tout à l'heure, c'est qu'on a vu, si on prend l'histoire, et on y reviendra notamment avec Éric Hazan, on part des agoras grecs, on avait une relation directe, on arrive à l'Europe des Lumières avec l'échange des livres, et puis là on est sur les réseaux sociaux. Donc on se dit, on est de plus en plus déconnecté de la relation réelle, présentielle, physique, et vous êtes dans cette logique de réappropriation. Oui, je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait faire, en fait. Comme c'est la première exposition qui a été faite sur ce thème-là, on a beaucoup d'artistes américains, asiatiques. Cette matérialisation de toutes ces œuvres pour parler de Facebook, c'était très important, puisque depuis 2011, beaucoup de communautés se sont développées, tout était très digital, c'était des amis d'amis, des échanges de mails, et finalement, ça devenait de plus en plus fort, l'activité de tous ces artistes. Les groupes étaient vraiment très intenses, avec des gens qui postent toutes les minutes. C'est vraiment... c'est une activité qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup concerné. Et à un moment donné, je voulais mettre un temps d'arrêt. Puis par rapport à l'accélération qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. Voilà, cette accélération. Et finalement, la cartographie scientifique correspond assez fidèlement à la cartographie artistique que j'ai, dans laquelle j'ai activé mes œuvres. Voilà. Peut-être juste, toutes les œuvres finalement parlent de nos existences digitales jusqu'à la mort numérique, avec une œuvre de Milo Reinhardt qui en fait a hacké une base de données, qui a installé une fausse pierre tombale et dans la chapelle, et qui nous a proposé un défilement de noms de personnes décédées et dont le profil Facebook est toujours actif. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont très originales, mais qui en tout cas nous questionnent toujours par rapport à nous dans la ville et nous dans le digital. Merci. Je vais passer la parole à Éric Hazan. Donc là, on va revenir sur une dimension qui est très intéressante, parce que dans vos deux ouvrages, donc L'invention de Paris et Une traversée de Paris, on a à la fois une lecture sensible par les écrivains, et en même temps, il y a plusieurs niveaux de lecture, moi ça m'a vraiment intéressé, on est dans une forme de transversalité, parce que vous questionnez les résistances de la culture populaire, et vous êtes dans un autre niveau d'appréhension des choses. Il y a bien les bâtiments, il y a bien les architectes, il y a bien la ville, mais il y a le regard de l'écrivain, et il y a cette perception, sociale et populaire. Comment vous avez eu l'idée d'accrocher ces différentes dimensions ? Moi, je ne suis pas un théoricien. Je ne suis pas vraiment un écrivain non plus. Mon métier, c'est éditeur. Il m'arrive d'écrire des livres, mais en fait, je ne suis pas un écrivain. Et non, c'est vrai, je ne dis pas ça pour faire le modeste. Je suis un observateur. Je crois que c'est la seule chose à laquelle je sois un peu bon. C'est je sais regarder et aussi raconter des histoires. Alors, finalement, une déambulation dans Paris comme celle que j'ai racontée dans Une traversée de Paris, qui m'a mené de Ivry à Saint-Denis, eh bien, finalement, c'est une série de détails, une série de notations discontinues, délibérément discontinues, enfin guidées par l'itinéraire quand même. Mais sur cet itinéraire tout à fait discontinu, de nature tout à fait différente, sans véritablement de plan derrière pour que ça fasse sens. Alors, les gens indulgents trouveront que ça finit par donner du sens. Les autres diront que c'est la foire aux puces, quoi. Vous dites que flâner est une science. Vous reprenez cette expression. C'est Balzac. Oui, qui le disait. Et ça veut dire que quand on déambule, comme vous, c'est une des conditions quand même de la compréhension d'une ville. Ah, c'est indispensable. Si on ne déambule pas, on ne comprend rien. On est d'accord. Ouais. Par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Thomas, vous avez quand même... vous parlez d'exercice mental. Ça veut dire que vous reliez quand même, c'est pas complètement les puces, vous reliez tout par des fils, par des navigations. On voit les plans que vous avez
les plans de vos déambulations dans les livres. J'ai mis des plans parce que sinon les gens se perdent. J'ai dessiné des petites cartes parce que les gens connaissent plus bien la ville. Alors, raconter des trucs et les gens sont perdus, non. Respect pour le lecteur éventuel. J'ai fait des petits crobards qui n'ont pas de valeur aucune, mais qui permettent à se retrouver. Parce que si on vous dit tous les nombreux passages entre la rue Saint-Denis et le boulevard de Sébastopol, eh ben, je pense que beaucoup d'entre vous n'en voient aucun. Il y a peut-être des vieux, il doit y avoir des vieux Parisiens parmi vous qui les identifient très bien, mais enfin, beaucoup de gens ne les connaissent pas. Donc, il faut faire une petite carte, là, si on veut que les gens s'y retrouvent. Un livre des passages, peut-être. Moi, je voudrais, 5 minutes, je voudrais dire quelque chose qui est tout à fait en relation avec ce qui vient d'être dit et ce qui sera probablement dit. C'est de parler de l'apartheid à Paris, qui ressort de ces livres, peut-être nommé ou pas nommé, je ne me rappelle plus. Mais c'est quelque chose de tout à fait frappant et de très parisien. Alors, je sors de ma poche un livre. Sous la monarchie de Juillet, dans les années 1830, il y a un type qui s'appelait Villermé. C'était un ancien chirurgien de la Grande Armée. Alors après, il s'est reconverti dans la science, au fond. Et on peut dire qu'il a été un grand pionnier dans des disciplines qui n'étaient pas nommées à l'époque, c'est-à-dire la sociologie et l'épidémiologie. Et il a écrit un long article que nous avons publié à la Fabrique. L'article s'intitule « La mortalité dans les divers quartiers de Paris ». Alors, comment il analyse cette mortalité? C'est très simple. C'est le ratio entre, au dénominateur, tous les morts dans un arrondissement pendant un an, parce qu'il dit quartier, mais en fait, il travaille par arrondissement. On est dans le Paris des 12 arrondissements, à l'intérieur des fermiers généraux. Donc, dans chacun de ces 12 arrondissements, il y a des morts par an et au dénominateur, la population de l'arrondissement. Donc, tous les arrondissements n'ont pas la même mortalité. Bien qu'évidemment tout le monde finisse par mourir, mais c'est une autre question. Alors il étudie plein de facteurs dans ces années 1830. Il étudie la proximité par rapport à la Seine, l'exposition au vent, l'exposition au soleil, les eaux que les gens consomment, les eaux au EAUX, que les gens boivent, avec laquelle éventuellement ils se lavent, et il n'aboutit à rien. Ce n'est pas discriminant, ça ne change en rien la mortalité. Et finalement, à la fin de son enquête, il arrive à une conclusion, c'est que ce qui change, ce qui vraiment influe fortement, c'est le pognon. Je vous lis sa conclusion, ça fait 5 lignes, n'ayez pas peur. Donc, c'est la fin. La richesse, l'aisance, la misère sont, dans l'état actuel des choses, pour les habitants des divers arrondissements de Paris, par les conditions dans lesquelles elles les placent, les principales causes, je ne dis pas les causes uniques, auxquelles il faut attribuer les grandes différences que l'on remarque dans la mortalité. Alors, c'est pas un gauchiste, Villermé, c'est un mec prudent, il termine. C'est une vérité qu'il me suffit ici d'avoir établie. Je ne veux point la suivre dans toutes ses conséquences. Sous le rapport de la médecine, encore moins nous en occuper d'une manière quelconque, sous les rapports de la morale et de l'économie publique. Voilà ce qu'il disait. C'est intéressant parce que ça change un peu du découpage qu'on a d'ordinaire. Tout à fait. C'est le premier qui dit, voilà, à Paris, il y a des quartiers riches et des quartiers pauvres. Alors vous me direz, c'est commun à toutes les grandes villes, c'est vrai. Alors pourquoi parler d'apartheid à Paris et pas à Londres? C'est pour une raison qui tient à la géographie particulière de cette ville de Paris, qui a grandi très contrainte au rythme de ses différentes enceintes. C'est une ville qui a été assiégée à maintes reprises.
elle s'est toujours protégée par des enceintes. 6 enceintes entre Philippe Auguste et Georges Pompidou. L'enceinte de Philippe Auguste, l'enceinte de Charles V, le boulevard de Louis XIV, le mur des fermiers généraux à la fin de l'Ancien Régime, les fortifs en 1840 et, last but not least, le boulevard périphérique, 6. Et chacune d'entre elles joue encore aujourd'hui un rôle de frontière. Ça paraît bizarre, mais ça se vérifie en permanence. Je ne donnerai qu'un seul exemple. Frontière, je veux dire sociale. Vous êtes avenue Truden, quartier bourgeois, blanc, riche, joli. Vous marchez à l'extrémité est de l'avenue Truden et vous traversez le mur des fermiers généraux, c'est-à-dire le boulevard de Rochechouart, sur le trajet de la ligne de métro numéro 2. Vous traversez le boulevard de Rochechouart, vous faites donc 150 mètres et vous êtes à Barbès. Eh bien, de part et d'autre de cette frontière, vous avez 2 populations qui ne se mélangent jamais. Elles ne vont pas de l'un à l'autre, elles ne fréquentent pas les mêmes restaurants, elles ne fréquentent pas les mêmes... Ce ne sont pas les mêmes gens, ce sont 2 populations qui sont en développement séparé. Autrement dit, en apartheid. Et je termine. Pour moi, il y a une image de l'apartheid. Elle est faite de la conjonction de 2 lieux, 2 endroits pour les mômes. Il y a le jardin de jeux du Luxembourg, magnifique. J'ai souvent amené ma petite dernière là-bas. C'est payant, 5 €. Ça appartient au Sénat, qui est probablement trop pauvre pour le rendre gratuit. Et les enfants, là, évidemment, ils sont mignons comme tous les enfants. Enfin, dans l'ensemble, ils sont blonds. Ce sont des enfants de psychanalystes du coin, beaucoup d'enfants de diplomates étrangers. Bref, voilà, des enfants charmants qui jouent dans un endroit qui est très beau. Et dans un endroit qui est assez central, lui aussi, le square du Temple, à côté de la République. Là, l'espace de jeu pour les enfants est minable, moche et décati. Les mamans sont souvent voilées. Les enfants sont aussi charmants qu'ailleurs. Mais ce sont des enfants qui jamais ne croiseront ceux du Luxembourg. Jamais. Ce sont 2 populations qui iront chacune de leur côté, dans leur direction, en développement séparé, c'est-à-dire en apartheid. Voilà ce que je voulais dire sur l'apartheid à Paris. C'est intéressant, parce que quand on parle des limites, justement, on évoque la question des limites et des représentations. Vous le dites parfois qu'en psychogéographie, les quartiers ont une partie indécise. C'est-à-dire que les limites, elles bougent. Elles bougent, vous l'évoquez, avec la force de rupture des populations et aussi les inventions, y compris urbaines et scientifiques. Oui, les limites bougent et les quartiers aussi bougent. Il y a des quartiers, par exemple, pour Balzac, le plus pauvre des quartiers parisiens, c'est le 12e arrondissement, c'est-à-dire la montagne Sainte-Geneviève, le quartier latin d'un côté et la descente du Panthéon jusqu'à la place d'Italie. C'est le quartier le plus pauvre. Si je le retrouve, je vous lis, c'est tellement magnifique. Le plus pauvre quartier de Paris, Balzac, dans l'Interdiction. Le plus pauvre quartier de Paris, celui dans lequel les 2 tiers de la population manquent de bois en hiver, celui qui jette le plus de marmots autour des enfants trouvés. Le tour, c'était comme aujourd'hui à la Poste, c'était un truc où aujourd'hui on met un paquet sans pouvoir menacer d'un pistolet le préposé. Là-bas, on mettait le nouveau-né dans le tour, on tournait, et la personne le récupérait sans voir qui vous êtes. Le
plus de marmots autour des enfants trouvés, le plus de malades à l'Hôtel-Dieu, le plus de mendiants dans les rues, qui envoie, toujours le plus pauvre quartier, qui envoie le plus de chiffonniers au coin des bornes, le plus de vieillards souffrant le long des murs où rayonne le soleil, le plus d'ouvriers sans travail sur les places, le plus de prévenus à la police correctionnelle. Donc ça a beaucoup changé, évidemment. C'est le 5e arrondissement dont il s'agit, c'est-à-dire probablement aujourd'hui un des plus chers de Paris. Oui. Alors, vous racontez aussi autre chose lors des déambulations, avec des références littéraires. C'est que la question des réseaux qu'on évoque, des réseaux dans la ville, ça avait été quelque chose de très intéressant, très important pour la littérature française, le récit littéraire français. Et vous dites justement que ça a été une nouvelle vision qui a aidé à construire des thèmes et des personnages. Les écrivains se sont inspirés de la ville et de ses réseaux. Pendant un temps assez limité, au fond, Paris a été un sujet littéraire de Diderot à André Breton. Bon, il y a encore, évidemment, beaucoup de romans qui se passent à Paris, mais on peut dire que Nadja est un livre dont Paris est bien plus que le décor. C'est presque un personnage du livre. Dans Balzac, c'est évident. Les quartiers de Balzac sont des personnages au même titre que les êtres humains. Ça a commencé avec Diderot, grand Parisien, tous les soirs au Palais Royal. C'est le début du Neveu de Rameau, c'est magnifique. Et oui, je pense qu'avec le début du XXe, après ça s'arrête. Non pas encore une fois qu'on ne parle plus de Paris, mais ça n'est plus le sujet. Est-ce que c'est lié à l'arrivée de l'accélération des technologies, la vitesse qu'on évoquait tout à l'heure? Est-ce que ça a donné une autre vision de la ville? Est-ce qu'on pouvait moins en faire un personnage, par exemple? L'habiter, enfin humainement? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi c'est dû ce fait que Paris ne soit plus un grand sujet littéraire. Peut-être simplement qu'il y a tellement, dans le passé, il y a tellement d'exemples, c'est un peu paralysant, quoi. Quand on a derrière soi la comédie humaine, se lancer dans un livre dont Paris serait le sujet central, c'est gonflé. Vous l'avez fait quand même. J'en ai deux là. Oui, mais c'est pas... Vous n'êtes pas écrivain, c'est ce que vous avez dit. Je ne suis pas écrivain. Donc vous n'avez pas pris de risque. Je vais peut-être passer la parole à Alain Lostis. Si tu peux te présenter rapidement. Oui, donc Alain Lostis, moi je suis, comme Marion Maisonneuve, je suis un géographe et aussi un urbaniste, et donc chercheur. Et je suis chercheur au laboratoire Ville, Mobilité, Transport, et mon sujet, c'est le lien entre la ville et les transports. Et je pratique une recherche très appliquée, parce que j'appartiens à un institut de recherche appliquée. Mais depuis ma thèse m'a lancé sur des réflexions à ambition théorique. C'est ce dont je vais parler maintenant, qui sont liés, mais qui sont quand même plus... qui n'ont pas de visée applicative directe. C'est une précaution oratoire parce que voilà, ce sont des images un peu compliquées. Alors, je me suis intéressé à l'espace-temps. Et à la fin des années 90, c'est avec mon directeur de thèse, je n'ai pas inventé grand-chose, j'ai surtout mis en image des choses. Et la question qu'on se posait, c'est qu'est-ce que le TGV? C'était une innovation qui arrivait sur le territoire. Qu'est-ce que ça produit comme espace-temps? Et là, je rejoins une partie de ce qui a été dit jusqu'à présent. Cette réflexion a été portée par l'idée, l'intuition, que la carte ment. Enfin, elle ment, c'est peut-être un peu violent comme terme, mais que la carte classique ne nous dit pas la réalité des choses. Elle nous emmène, elle nous montre des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on peut vivre notamment. Et ce sera la fin de mon parcours là. Et je compte sur un opérateur Thomas informatique pour faire passer tes cartes images. du futur. Merci Thomas. Donc je vais vous parler. Donc le sujet ici, c'est bien les réseaux dans la ville, les réseaux spatiaux, les réseaux sociaux. Et moi, je vais vous parler de l'espace-temps. J'aurais voulu commencer, mais bon, tant pis, parce que c'est peut-être basique ce que je vais dire, et
mais ça fait beaucoup écho. Alors, je vais en parler et j'ai besoin de le montrer. Je ne peux pas, je ne pourrais pas me permettre de parler simplement et de ne pas montrer des images. Alors déjà, on a déjà passé la première que je voulais vous montrer. C'est qu'effectivement, cette question de l'espace-temps, elle est consubstantielle de la géographie. Je cite Pline. Alors Pline, c'est un des premiers géographes. Et puis il décrit le monde, il décrit ce qu'il y a dans le monde, où ça se trouve, et ce qui m'intéresse particulièrement, à quelle distance ça se trouve. Et il dit Pline, je cite, hein, il y a une herbe qui rapproche les lieux, et il fait référence à la toile de lin, qui est utilisée pour les voiles de ces navires que l'on voit là. Et il dit cette herbe la rapproche parce que au cours de son existence, il assiste à une accélération des circulations maritimes sur la Méditerranée. Bon, aujourd'hui, les personnes qui ont analysé les techniques de navigation antique disent que ce n'est pas la feuille de lin, l'herbe de lin qui a fait ça, mais bien plutôt la voile dite souparum, qui est une voile triangulaire en haut de la vergue, là. Dans le bateau d'Ulysse là, et des sirènes, eh bien, il y a une petite voile qui a été rajoutée au 1er siècle après c'est le clin d'œil qu'on pouvait faire entre les épopées de Homère et la technologie, en fait. Et effectivement, cette image-là montre cette petite voile qui a été rajoutée, qui va chercher des vents qui vont plus vite là-haut. Là, et Pline, lui, c'est un géographe, il nous dit, voilà, il y a 4 jours dans la Méditerranée pour traverser, pour aller d'un côté à un autre, j'ai appris qu'un tel a réussi. Personne n'a pu faire ce trajet en moins de plusieurs jours, etc. Et donc il observe cette accélération, et il ne faut pas que je passe trop de temps, mais on pose, c'est quand même, moi ça m'a quand même surpris, c'est que cette idée de l'accélération, qui a été mentionnée plusieurs fois, on la retrace chez Pline, le premier géographe. Donc il y a une accélération de la vitesse, voilà. Donc cette place de la vitesse, qu'on cite depuis un certain temps, elle est en rapport avec tes cartes d'espace-temps, ta réflexion sur les cartes d'espace-temps. Alors, absolument. Et donc, alors, pour Pline, ça rapproche, mais effectivement, il y a un rétrécissement du monde, il y a une accélération, et Braudel, l'historien Braudel, a bien montré que l'accélération, c'est une des substances de la modernité. Bon, sur la carte suivante, on voit ce qui est une carte de 1969 qui, on la voit très mal, mais c'est vraiment une carte qui a été considérée comme iconique, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais elle est vraiment très importante en géographie, en économie. C'est l'idée du rétrécissement du monde, et puis que avec les technologies, voilà, le bateau à voile, etc. On a le monde qui rétrécit. Alors, c'est en économie une référence au monde plat, c'est une thèse de Friedman. Et tout à l'heure, Marion a parlé ça m'a beaucoup plu parce qu'elle a évoqué donc l'idée des mondes spiky, piquants de Florida. C'est le débat. Quelle est la forme du monde? Est-ce qu'il est plat? Est-ce qu'on peut se promener facilement? Ou est-ce qu'il y a des discontinuités, il y a des frontières? Voilà. On est vraiment dans vraiment un débat de la géographie. Moi, je porte une grande critique, et je ne suis pas le seul, sur cette représentation. C'est qu'on a l'impression que l'accélération, le rétrécissement du monde est uniforme, ce qui est contraire à tout ce qu'on peut. Parce qu'en fait, les relations qu'on évoquait entre les individus, elles semblent horizontales. On l'a vu tout à l'heure, voilà, c'est aussi ce que disait Marion tout à l'heure sur les représentations de l'Internet, des relations dans le réseau social. La thèse, effectivement, de l'effacement de la frontière, de l'effacement des frontières. Ici, il y a eu une tentative très louable, là aussi critiquable. C'est ce que j'ai appelé, j'ai repris cette expression, les espaces plastiques. On a voulu non pas dire qu'on a un rétrécissement, mais que ce rétrécissement, il n'est pas homogène partout. Et il y a des endroits où ça se rétrécit, et puis des endroits où ça continue d'être toujours aussi loin. Et là, je prends le Japon, que vous avez immédiatement reconnu,
peut-être pas. Et donc, le Japon, voilà, trois moments de l'espace-temps du Japon. Et j'ai commencé à mettre sur le côté une échelle d'espace-temps. Sur ces cartographies, sur la cartographie précédente, on l'avait, on est en mesure de lire de la distance, de regarder avec un double décimètre, hein, prendre sa mesure sur la représentation, de la convertir en durée de déplacement. C'est de l'espace-temps. Et la première critique qu'on pouvait faire sur la première carte, c'est le problème de l'uniformité. Ici, le Shinkansen, donc le TGV japonais, rapproche les lieux qui sont touchés par ce réseau. Et la critique qu'on peut faire sur cette carte, c'est que tous les lieux intermédiaires, entre ces petits points rouges, que je ne m'aventurerai pas à nommer, car je ne suis jamais allé au Japon, et je ne peux pas vous nommer ces villes, mais Tokyo, Nagoya, Tokyo, Osaka, ce sont deux villes qui sont reliées par la grande vitesse. On a la carte plastique, là, de cette feuille de caoutchouc où les lieux se rapprochent, comporte l'information selon laquelle tous les lieux intermédiaires vont bénéficier de ce rapprochement. Ce qui est faux. Et j'en aboutis à la proposition sur laquelle je travaille depuis ma thèse de doctorat, qui est d'utiliser la troisième dimension pour essayer de dépasser ce problème de représentation de la carte qui, pardonnez-moi, mais la carte qui ment. Donc, c'est d'utiliser des cônes. Voici donc deux villes. Je suis résident de la ville de Lille. Je suis venu tout à l'heure jusqu'à Paris. J'ai pris le TGV qui m'a fait venir en 1 heure depuis la ville A vers la ville B. Mais il m'arrive parfois de faire ce trajet en voiture. En voiture, je sais très bien que ce n'est pas 1 heure, que ça va être 2h30 s'il n'y a pas de bouchon. Et les cônes et la troisième dimension vont me permettre de représenter ces deux distances-temps de manière cohérente dans un même espace-temps. C'est magique. Et donc, le trait bleu est 2,5 fois plus long que le trait rouge. Et si on généralise ceci, alors, une petite précaution, les cartes que je vais vous présenter maintenant, c'est une primeur, parce que elles viennent d'un dur labeur de cette nuit. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail avec mon collègue Farouk Abdou qui code, et moi je lui donne les instructions. Et là, on a enfin abouti à quelque chose qui n'est pas du tout abouti et qui est très critiquable. Mais voilà, donc là, il va falloir défiler toute une série de cartes. Je vais commencer en 1930. Donc, l'idée ici, c'est je place mes cônes et mon réseau, et je laisse partir ma représentation tridimensionnelle et j'essaie de voir ce que ça donne. Ici, on est en 1930. C'est plus clair sur la diapositive suivante où on est en 1960. Et en bas, j'ai mis une échelle d'espace-temps. Sachant que... oui. Quand on est... l'unité de cette échelle. Alors, c'est de l'espace-temps. C'est-à-dire que si je prends mon double décimètre, là, ça va être mon bras. Mon bras, ici, mesure 8 heures de déplacement sur le globe. Mais cette mesure, si je prends l'avion à réaction ici, je suis dans le plan, dans la surface géographique. Mais si je prends des moyens de transport terrestres, je me retrouve à faire des zigzags tridimensionnels, des montées et des descentes, qui vont être d'autant plus violentes que la vitesse maximum possible sur l'espace est intense. Et on arrive en 1990. Alors, on voit pas. J'espère que vous voyez les cônes devenir de plus en plus pointus. C'est l'époque du Concorde. Alors, on est vraiment dans de la spéculation très critiquable puisque l'espace-temps mondial est vu en fonction du Concorde. Je ne sais pas quel était le prix en euros constants du billet d'avion, mais il n'était certainement pas accessible aux personnes dont parlait Eric Hazan, enfin certaines des personnes dont parlait Eric Hazan tout à l'heure. Néanmoins, on pouvait, dans l'absolu, on pouvait se dire qu'il était possible d'aller de Paris à New York en 4 heures, ce qui fait que mon bras n'est pas assez long pour montrer l'échelle d'espace-temps. Là, les 8 heures sont devenues ici. Voici. Et maintenant que le Concorde n'est plus en fonction, bon, il y a eu quelques morts dans un accident d'avion. Le Concorde s'est écrasé, donc on a arrêté. Mais sur la carte suivante,
de la cohorte actuelle, on est revenu à un espace-temps moins chiffonné. Donc, je pourrais en parler pendant des heures, donc je ne vais pas, il ne faut pas. Oui, Donc, peut-être te poser quelques questions quand même. Juste, sur celle-ci, après j'en ai deux autres, j'en ai une dernière série, mais celle-ci, ce que je voudrais dire, c'est que c'est l'idée de l'espace chiffonné ici. D'un certain point de vue, on pourrait dire que c'est une feuille de papier qu'on a chiffonnée. Le terme chiffonné ici, il est intéressant parce qu'il fait des échos et des passerelles avec d'autres pans du savoir, et notamment, bizarrement, mais l'espace-temps des rêves. Dans un rêve, par des associations d'idées, par des mots, je passe, pas instantanément, mais je passe très rapidement de ma journée d'aujourd'hui avec mes collègues, et puis tout d'un coup, dans le passé, peut-être une anecdote que j'ai eue avec ma grand-mère. Donc des individus différents, des lieux différents, et de l'espace-temps différent. Et ça c'est une idée qu'on peut attribuer à un psychanalyste qui s'appelle Diener. Et c'est une idée qu'on a des passerelles entre des lieux d'espace-temps distincts. Et Diener emploie le terme d'espace chiffonné comme métaphore pour représenter ce que c'est que cet espace-temps des rêves. Bon, c'est la première chose. Et la deuxième métaphore que je voudrais filer un tout petit peu, c'est l'idée de l'espace ratatiné. Sur les cartes suivantes, c'est la même chose, mais cette fois-ci non projetée pour les géographes. Donc c'est le monde, c'est la Terre, c'est l'espace-temps terrestre. Et là encore, 1930, 1960, 1990, on voit les cônes devenir extrêmement pointus, et puis aujourd'hui redevenir 2010 un peu moins pointu. Et vous avez j'espère que vous avez perçu un mouvement dans cette histoire-là de l'espace-temps. Et là encore, c'est une idée que je n'ai pas eue et que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, et qui vient de Tobler, donc un grand géographe américain décédé cette année, qui a parlé du ratatinement, shriveling en anglais. Au début, quand il a commenté mes cartes, il a parlé du ratatinement. Je n'ai pas compris, en fait. J'ai mis du temps à comprendre ce que ça signifiait. En fait, le ratatinement, c'est bien l'idée d'un fruit qui mûrit et qui perd sa substance. Donc il mûrit. Donc pensez à le fruit de la passion ou un kiwi qui mûrit. En fait, son enveloppe reste la même. Il a toujours la même étendue, mais il perd de sa substance. Et voilà. Donc on aurait l'idée, la métaphore ici, c'est que la Terre est toujours aussi longue à parcourir, mais ces dimensions, on résout un paradoxe, voilà, que on a une réduction des distances sur des grandes distances. C'est toujours aussi compliqué d'aller en voiture de Paris à Lille ou de marcher d'un point à un autre. On peut emprunter un RER, un métro, voilà. Je vais poser une question. Oui. On va parler dans un grand tunnel. C'est très intéressant. Alors, si tu veux, en essayant de représenter la complexité de la donnée accessible, en même temps, on a besoin, tu l'as fait, de rentrer dans des grandes explications, si tu veux sensibiliser le lecteur de ces cartes par rapport à des cartes classiques. Et ça pose quand même une question, et là je rebondis, sur la logique d'éducation populaire, c'est-à-dire que tu donnes tu donnes des clés, mais qui deviennent de moins en moins compréhensibles. Oui, alors. Comment est-ce qu'on peut régler cette équation mathématique infernale? Je suis très 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 à l'aise. Regardez la dernière image. J'ai repris McHale 69. Voici l'Hostis Abdou de 2018. Je ne pense pas que cette représentation aura le même succès que celle de McHale, mais j'ai repris la même. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire dans l'espace-temps? Ma cartographie n'a aujourd'hui aucune visée pédagogique, aucune visée de toucher le grand public. C'est expérimental. Hors de portée. C'est totalement expérimental. C'est hors de portée. Là, j'en suis à essayer de travailler les formes graphiques, les éléments graphiques. La transparence peut-être peut jouer, les couleurs. Oui, c'est en fait pour répondre, essayer de répondre à ta question qui est très légitime. Là, c'est vraiment de la science difficile à comprendre. Et au point où j'en suis aujourd'hui, j'évoluerai certainement. Mais je me dis que
cette carte-là, elle est plus vraie, en fait, par construction, elle est plus vraie que la carte qui a menti, les cartes dont maintenant vous êtes convaincus que les cartes mentent. Hein. Je vous ai montré qu'elles mentent. Cette carte-là, elle est plus vraie, mais elle est beaucoup plus dure à lire. Alors, faut savoir ce qu'on veut. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait presque un parallèle avec la littérature expérimentale ou l'art expérimental. C'est-à-dire que tu creuses quelque chose pour en donner la complexité, et en même temps, effectivement, tu te dis, bah oui, bah je ne l'utilise pas. Je vais avoir du mal à l'utiliser pour me repérer dans l'espace. Ça, c'est ça. sûr. Ça va être compliqué. Mais je prétends que elle est plus proche de l'expérience du déplacement. Elle est plus vraie dans peut-être, je ne sais pas, une représentation mentale qu'on pourrait avoir. Non, ça m'étonnerait. Là, je m'avance. Je vais faire 2 liens assez rapides pour faire le lien avec Éric Hazan. Si tu imagines des trajets piétons, si tu les imagines ou les mets en image, est-ce que tu peux considérer que ça peut s'écrire comme des phrases? Alors, on en a parlé ensemble. Oui, c'est pour ça que je te pose la question. Encore une fois, c'est pas une idée c'est une idée que j'ai redécouvert dans la littérature. Peut-être qu'Éric Hazan connaît ça, ou peut-être. C'est Augoyard. Augoyard, c'est un sociologue français, 1976. Il a écrit Le Pas. C'est un monsieur très important dans la sociologie urbaine française. Et en fait, il a directement assimilé la marche dans la ville. C'était son objet d'étude, son objet de recherche. Une marche dans la ville, c'est une phrase pour Augoyard. Et donc une phrase qui peut s'étudier sous l'angle des figures de style. Je parle sous le contrôle de mon voisin, qui n'est soi-disant pas écrivain. Donc des figures de style. Et il a identifié la synecdote et la syndète, c'est-à-dire qu'on peut, j'ai pas trop compris ce que c'est, mais on nomme une partie pour le. Toi non plus, t'es pas écrivain de toute façon. Je suis pas trop écrivain. Et on va éliminer des mots de liaison. En fait, ce qu'il veut exprimer par là, c'est que il y a la phrase du cheminement dans la ville et du récit de ce cheminement, en fait, elle met en valeur des lieux et elle efface complètement des pans entiers du cheminement. Et là, je m'y retrouve dans ces cartes qui mettent les villes au sommet de cônes et qui rejettent complètement l'espace banal, un espace banal qui est rejeté dans la 3e dimension. Là, pour moi, ça parle. C'est-à-dire qu'on on spécifie des espaces. Ici, ce sont des villes et des nœuds du réseau de transport mondial. C'est ces villes-là qui apparaissent et qui sont visibles. Et tout le reste de l'espace, dans ma représentation, est banalisé, est rejeté et disqualifié. C'est vrai d'un plan de Paris. Hein. Si on regarde un plan de Paris, il y a des endroits centraux très importants, des nœuds, des endroits qui reviennent sur plein de... aussi bien au cinéma que dans la littérature que quand on se promène, et des endroits un peu paumés, quoi, hein, qui parfois ont du charme, mais finalement, ils sont un peu oubliés. Les espaces délaissés. Oui. Et c'est peut-être aussi les espaces du rêve, on l'a vu dans certaines conférences précédentes, justement. Sans doute. Enfin, c'est pas forcément les mêmes. Oui, c'est pas forcément les mêmes rêves. Non, ni les mêmes espaces. Non, ce sont des espaces auxquels on est rattaché à eux par rien. Ils ne sont pas spécialement jolis. Personne n'en a vraiment parlé. Alors voilà, on passe. Le cycliste accélère. Et en fait, on peut penser que cette part de l'espace est immense. Oui. Si on regarde un plan de Paris, c'est sûr, si on faisait une étude comme tu as fait là, qu'on essayait de colorier, il y aurait beaucoup d'espaces comme cela. C'est sûr. Et la partie visible, elle est vraiment très, 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 très réduite, toute petite. Toute petite. Je dirais pas. Hein. Ouais. Enfin, ça dépend beaucoup des itinéraires choisis. Hein. Là, l'itinéraire que j'ai choisi dans une traversée de Paris, on peut dire qu'on ne traverse aucun espace neutre, aucun, ou peut-être, enfin très peu, ou alors j'en parle pas, je saute. Mais dans l'ensemble, ce sont tous les lieux là ont un sens, ont vraiment
apporte quelque chose, soit dans le souvenir, soit dans la description d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, les déplacements que les géographes, les urbanistes, les déplacements auxquels on s'intéresse, nous, sont le plus souvent des déplacements utilitaires, où on va aller le plus vite possible d'un point à un autre. C'est rarement la déambulation, c'est rarement la flânerie. Alors les géographes du commerce peut-être s'intéressent à la flânerie, au shopping, au magasinage, comme disent les Canadiens. Mais le plus souvent, nous, on s'intéresse à des déplacements qui vont minimiser le coût, le temps à parcourir. Et voilà. Et moi, je fais le lien avec une fascination pour la vitesse, qui est le propre de la modernité. Une autre question transversale, parce que je pense à Thomas Chenezo, au travail sur Facebook, à la transparence, c'est des choses qui font aussi du lien. Quand on cherche à bouger les lignes des cartes, il y a quand même, avec les flux et les réseaux invisibles, un lien entre le travail du cartographe et le travail de représentation du plasticien. Est-ce que ça paraît pas évident, ça? Oui, puisque quelque part, on arrive dans une abstraction avec votre travail qui en plus a un côté esthétique proche de ces nouvelles créations qu'on peut retrouver en ligne dans certaines communautés d'une certaine génération. Et c'est vrai que quand on regarde ça sans connaître votre étude, on pourrait s'attendre à se faire une projection un petit peu utopique de la chose. En tout cas, moi, quand je vois votre cartographie, c'est une abstraction qui aussi a son autonomie esthétique, et puis qui, avec le sens que vous avez injecté derrière, cette transparence-là aussi à la fois artistique et scientifique, je trouve qu'elle est bien synthétisée dans ce visuel en particulier. Voilà, après, c'est ma vision de créateur. D'aller au-delà aussi de l'informationnel, et que cette image peut avoir aussi sa liberté au-delà au-delà de vos recherches pointues. Voilà, c'est ma vision. Mais il n'y a pas d'intention. Moi, j'ai pas d'intention oui, mais artistique. Tout à fait. Mais peut-être un utilisateur qui voit ça aussi a la liberté de l'interprétation. Voilà, c'est vrai que. Ça, c'est les géographes n'aiment pas ça. Hein. Ah. Ah oui, mais ils n'aiment pas qu'on interprète ces cartes de façon qui ne lui convient pas. Hein. Non, les réinterpréter, c'est aussi. Les réinterpréter, oui, c'est ça. Ouais. C'est plutôt les réinterpréter. Parce qu'en fait, dans la démarche évoquée, il y avait la question du temps vécu et du temps personnel qui faisait jouer les associations d'idées. Et moi, ce que je vois dans le travail de Thomas Chenezo, c'est quand même il y a quelque chose en lien avec se réapproprier quelque chose de personnel dans le monde des réseaux sociaux et jouer la question des communautés et des associations d'idées. Là, il y a un parallèle aussi. Oui, moi, je le vois, je le ressens, c'est vrai. J'ai essayé de le formuler à l'instant. Oui. Non, moi, j'avais plus vu... pardon. Vas-y. Mais c'est plutôt quand tu dis faire bouger... ne pas se satisfaire du cadre de Facebook, là, voilà, le détournement. Qui a, quand je t'ai écouté, j'avais plutôt perçu une dimension un peu gratuite de l'artiste qui dit tiens, je vais détourner. Et quand tu as expliqué, effectivement, on a vu toute la profondeur de ta démarche, qui est de chercher à reprendre le contrôle. Donc c'est. Alors oui, alors, il y a et là, je retrouve un écho. Excuse-moi, mais je vois un écho avec mon insatisfaction. Oui. Et Marion, on s'était sensible aussi dans son propos, l'insatisfaction face à ce qui nous est proposé, et essayer d'aller au-delà. Oui, alors l'intention, elle est aussi assez politique. Hein. Elle n'est pas uniquement esthétique et du coup gratuite. Elle est combattre artistiquement Facebook, c'est aussi une implication politique, quoi, parce que Facebook est un GAFA. Nous contrôle, s'impose. Donc les artistes ont toujours été sur le terrain des idées, le terrain politique. Et moi, je m'inscris davantage avec cette vision, en fait. Voilà. Marion,
petit commentaire sur tout ce qu'on a évoqué? Ou plusieurs? Oui, oui. Écoute, oui, je vais peut-être démarrer par tes représentations, parce que, en fait, c'est assez intéressant que tu dises qu'elles ne soient pas destinées à être offertes au public ou pédagogiques. Enfin, comment dire, c'était ne pas les exposer. Parce que l'année dernière, donc ça me ramène à un travail qu'on a fait avec des collègues l'année dernière, où on a été amené en fait à exposer des représentations au musée, parce qu'on a travaillé dans le cadre d'une exposition pour le MUSEM. Donc c'était représenter des flux de matière à travers le monde. Donc j'avais amené des visuels, donc il faut pouvoir retourner. Je ne sais pas comment tu fais. Et en fait, l'idée qu'on a trouvée pour régler ce problème dont tu as adopté une solution, et la solution qu'on a adoptée est un peu différente. Hop, voilà, on est là. Ce sont en fait, étant donné justement, c'est le fait que c'est comme tu le dis, en fait, pour aller d'un lieu à un autre, la distance est différente, etc. Et donc on voudrait pouvoir rapprocher les lieux pour pouvoir montrer qu'entre ces deux lieux-là, il y a plus d'échanges qu'avec des lieux encore plus, qui pourtant sont plus proches géographiquement. On peut décider, et c'est ce qu'on a fait ici, après de longues réflexions et des débats avec un graphiste, avec la scénographie de l'exposition, donc c'est le suite d'une longue histoire. On peut décider de en fait, s'affranchir complètement de la géographie. Donc là, c'est ce qu'on fait. Donc c'est pas la solution que tu choisis, mais on garde quand même une petite carte à côté, parce que déjà c'est nouveau en fait d'amener des représentations comme celle qui est la principale ici. Donc quand même ramener associer à la carte en même temps pour montrer tout ça, ce sont des lieux et on peut les localiser. Mais l'idée là, c'est de dire on est sur les flux de ferraille dans le monde, donc les échanges de ferraille qui ont eu lieu entre les pays en 2014, et on voit assez rapidement apparaître une structure, le côté central de la Turquie, qui absorbe énormément de ferraille, qu'on n'aurait pas vu forcément aussi facilement sur une carte avec de très nombreux flux représentés dans tous les sens, comme je vous ai montré au début, où on ne peut pas lire cette structure. Et l'intérêt que ça a, encore une fois, comme tu dis, un chiffonnement du monde, un rétrécissement, mais c'est que ce rétrécissement, il va dépendre, il va dépendre, là ici, dans le cadre de l'exposition, des produits échangés. Ça ne va pas être la même structure qu'on va avoir si on regarde le papier. Ici, vous avez la Chine qui absorbe beaucoup. Et donc, on a très visuellement et assez rapidement une image très différente qui se met en place. Et l'avantage que ça peut produire, que nous, on a trouvé vraiment bien, c'est qu'on arrive quand même à lire en plus, on garde le nom des pays. Donc, il y a quelque chose d'assez pédagogique dans la lecture. On espère que les gens qui ont visité l'exposition ont perçu de quoi il s'agissait face à ces représentations, mais je crois. Et donc, en fait, moi, ce travail, oui, effectivement, c'est le même que j'avais mené un peu dans mes réflexions d'abord sur la science, mais les premières représentations que j'ai faites dans ce style-là, c'était sur la science. Donc, ça, c'était mon premier point. Et mon deuxième point, c'est sur le rétrécissement, justement, parce que le fait que tu cites Pline, donc ça remonte encore plus loin, la citation que j'avais trouvée, moi, qui était seulement de 1938, Kim Burton, qui est le père de la sociologie des sciences, qui avait réfléchi. En fait, il avait fait sa thèse en 1938 sur le développement très, très intense de l'activité scientifique de l'Angleterre du XVIIe, et d'essayer de comprendre pourquoi il y avait eu un foisonnement de l'activité d'innovation et de la science en Angleterre dans ce siècle. Et alors, il expliquait ça par le fait qu'il y avait eu des systèmes de diligence, un meilleur système de transport à l'échelle du pays qui aurait permis plus d'échanges. Donc là, quand il dit ça, le contact des esprits, il ne parle pas forcément de mettre tout le monde dans la même ville. Au contraire, lui, il avait l'impression que c'était le fait de permettre plus facilement, pareil, des échanges postaux, parce qu'on sait que la science, quand elle s'est mise en place à cette époque, c'était beaucoup par des échanges par le biais de correspondance. Les savants s'écrivaient à travers l'Europe des lettres. Et donc, d'après lui, ces possibilités-là avaient stimulé les échanges. Donc déjà en 1938, on a cette idée, encore avec Pline, on l'avait encore plus. Et après, ce qu'il y a, c'est que je fais la même constat que toi, mais j'arrive pas à la même conclusion. C'est que l'idée que ça se rétrécit, finalement, je l'ai éprouvé, je l'ai un peu mise en question dans mon travail. Et j'ai surtout été très stimulée par ce qu'avait dit un autre géographe,
voilà, en 73 cette fois, Jean Gottman. Alors la citation est longue, je ne vais pas la lire, mais je vais simplement vous la résumer rapidement. En fait, c'était original parce que généralement, en fait, on a tendance à analyser ce qui se passe en ce moment comme un rétrécissement. Mais comme je vous ai dit au début, est-ce qu'on peut vraiment parler de rétrécissement parce qu'il y a de plus en plus de lieux qui sont concernés dans l'affaire. Donc, alors peut-être les distances entre ces lieux, effectivement, les distances sociales, les distances physiques, enfin non, plutôt sociales et aussi de transport qui ne sont pas équivalentes aux distances physiques, elles évoluent, elles se transforment. Mais, et donc en fait, on a ce chiffonnement, comme tu dis, qu'on peut représenter de nos différentes manières. Mais ça aboutit à quelque chose qui finalement s'agrandit dans le temps. Là, ce qu'il analyse, c'est pour la science. Bon, c'était mon sujet, donc c'est là-dessus que j'ai le plus de matière pour débattre. Mais c'est l'idée qu'il y a de plus en plus d'endroits qui sont concernés, de gens, donc comme j'ai dit, de plus en plus de chercheurs, de données, d'informations, de lieux. Mais nous-mêmes, à l'échelle de l'individu, ça peut se manifester. Je pense, les amis Facebook, ce genre de choses. On a l'impression finalement que notre monde à nous, en tout cas, s'agrandit plus qu'il ne se rétrécit. Je vais faire un parallèle sur ce que j'évoquais au départ, la question des villes-mondes, oui. Où tu as des pays, comme dit Eric Hazan dans son livre, il y a des pays à l'intérieur d'une ville, il y a une grande diversité, ou une importante diversité des populations. Donc normalement, ça devrait créer un écosystème extrêmement innovant, et pourtant tu dis que des villes secondaires sont des pôles d'émergence. Ça paraît contradictoire. Moi, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup. Oui. Oui, alors il y a cette idée effectivement que c'est un peu l'idée de Florida quand il dit ça se passe dans les grandes villes-mondes, cette activité intellectuelle. Bien, en tout cas, étant donné que mon travail s'appuie sur des données, ce qu'on a pu observer, c'est que c'était plutôt pas cette concentration, comme je l'ai dit au début, mais une déconcentration, donc de plus en plus de lieux, et pas forcément les plus importants. Donc j'avais cette carte au début. Ça, c'est tous les lieux d'où ont été signés une publication scientifique entre 2000 et 2013. Donc il y en a 8000 sur la Terre, et il y en a dans des endroits qui sont quasi désertiques. Alors c'est pour dire la science, c'est pas qu'une activité qui se fait en ville. Oui. Et depuis toujours, en fait, il y a des savants qui étaient localisés dans des endroits complètement reculés, ça les a pas dérangés. Et on peut penser à la même chose pour la géographie de l'art, c'est-à-dire les écrivains peuvent être des artistes, des peintres peuvent être dans des endroits qui ne sont pas forcément des grandes métropoles. Donc cette idée, elle s'est un peu installée ces dernières années, alors qu'elle ne vérifie pas finalement dans la réalité. Mais elle vient sans doute du fait qu'on regarde ça par les masses, en fait. Effectivement, souvent on regarde là où il y a eu le plus de citations. C'est intéressant parce que tu t'isoles souvent pour créer, et tu as parfois besoin de lieux de ralentissement ou de déconnexion pour pouvoir te mettre dans un état de création ou d'invention ou de recherche. Voilà, oui. Donc c'est pas une obligation. C'est pas une obligation de concentration et d'hypervitesse, en fait. Ouais. Ça, c'est un point qui est important. Et il y a une autre citation littéraire, David Lodge, Un tout petit monde. Est-ce que tu peux revenir sur cet ouvrage ? On fera le lien après avec Eric Hazan. Oui, ça c'était sur l'idée qu'il était petit, même si j'ai fini par vous dire que d'après moi il s'agrandit. Alors, est-ce que tu peux expliquer le principe de cet ouvrage Oui, alors c'est un ouvrage très, très amusant. Très drôle. Oui. De David Lodge, où il identifie, il raconte, c'est en 3 tomes. Oui, pardon, parce qu'en fait c'est une trilogie. Oui, donc, le Tout Petit Monde est une partie de la trilogie. C'est un tome, ouais. Donc oui, au début, je crois que le premier ouvrage de la trilogie, c'est un échange universitaire entre un Anglais et un Américain. Et il raconte ça, un peu tous les détails un peu croustillants du monde de la recherche, même si on ne peut pas forcément imaginer que ça puisse être croustillant, mais lui, il arrive à en faire ressortir les aspects amusants. Et dans Un tout petit monde, il insiste sur le monde des colloques, et donc les universitaires qui passent d'un lieu à un autre sur la Terre. Et aussi, comme on le voit dans cette citation de 84, qui nous ramène à des choses actuelles, mais lui, finalement, ce qui est rigolo, c'est les instruments qu'il cite pour... Pardon, c'est pas instrument le terme que je cherche, les outils de télécommunication qu'il cite. Il cite le téléphone et la photocopieuse. Bon, aujourd'hui, on parlerait immédiatement d'Internet. Mais déjà, finalement, daté, ouais. On faisait les mêmes allusions. Enfin, même si on remplace par Internet, ça tient toujours. Donc, vous êtes branchés, vous n'avez pas besoin d'être à l'endroit central. Vous êtes le campus global, c'est la science est partout. Vous pouvez être connecté. Donc, de toute façon, peu importe l'endroit où vous êtes. Bon, dans les faits, c'est pas effectivement tout à fait ce qu'on observe parce que ça va dépendre d'une géographie qui est celle des, comme je l'ai dit au début, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui sont localisés
d'abord, à une période, ils étaient effectivement localisés plutôt dans les grandes villes, mais avec le temps, comme j'ai dit, avec cette croissance de l'enseignement supérieur et du nombre d'étudiants dans le monde, on a de plus en plus d'universités qui sont apparues dans des villes plus moyennes et secondaires. Et c'est ça qui explique les développements qu'on observe là récemment. Super. J'ai posé une question à Eric Hazan. Le petit monde de l'édition, est-ce que ça fonctionne un peu de la même manière que le monde universitaire ? Il y a deux mondes de l'édition, deux mondes entre lesquels le fossé se creuse tous les jours. Il y a l'édition industrielle, les grands groupes, qui doivent représenter 97,3% des chiffres d'affaires et des volumes vendus. Non, mais c'est ce genre-là. C'est plus de 90%. Quand on dit édition industrielle, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des bons livres. Bien sûr qu'il y a de très bons livres qui sortent de ces grandes boîtes, sur le tas. Il faut bien qu'il y en ait des bons livres. Et puis, alors, l'édition artisanale, dont la fabrique que je dirige fait partie, cette édition artisanale, est-ce qu'elle fonctionne sur le type universitaire ? Pas du tout. Sur le type de lien, de connaissances qu'on évoquait tout à l'heure, de réseau. De réseau, oui, parce que finalement, on se connaît, on s'aime bien, on se rencontre, on boit des coups ensemble, avec les maisons de sciences humaines qui sont un peu de notre taille, c'est-à-dire encore à l'intérieur des maisons, des petites maisons, les sciences humaines, c'est encore un sous-secteur plus petit. Donc, quand j'ai commencé, on était 2, à Gaunes, à Marseille, et la fabrique, en 98. Ça fait 20 ans. On fête nos 20 ans cette année. Quand on a commencé, on était 2. Aujourd'hui, 12. C'est tout petit, c'est minuscule. Mais je ne crois pas exagérer, franchement, en disant que l'essentiel de ce qui sort d'intéressant sort de ces maisons-là. Quand on se promène dans une librairie avec l'œil un peu aiguisé, on dit « Ah, ça m'a l'air bien, ça m'a l'air bien ». Alors, il y a, sur le tas, des livres de Gallimard, du Seuil, d'Actes Sud. Mais dans l'ensemble, si on fait le ratio taille économique sur intérêt des livres publiés, il n'y a pas photo, comme on dit. Ça veut dire qu'il y a un réseau invisible, en fait. On parlait de flux et de réseaux invisibles. Là, vous êtes sur des flux et des réseaux invisibles de connaissances. Enfin, visibles, moins visibles. Moins visibles, oui. Flux, je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas, ces maisons-là sont réunies par quelque chose que je ne qualifierais pas de flux, qui est plutôt du domaine de la proximité et de l'amitié. Mais ça se joue sur le niveau parisien, parce que c'est très Non. fort dans le monde. Non, au niveau international aussi ou national, comme les deux. National, sûrement. Il y a de très bonnes maisons. J'ai parlé d'Agone à Marseille, mais il y a des bonnes maisons à Bordeaux, à Lyon, qui font partie du club. Et international, oui. Parce qu'on vend des droits, on achète des droits à des éditeurs espagnols, finlandais ou chinois, on vend aux Chinois. On ne sait pas qui c'est, évidemment. Mais les éditeurs italiens avec qui on travaille, ou espagnols ou chiliens, on les connaît et on voit bien qu'ils font la même chose que nous. Donc, oui, les liens sont pas. C'est pas une affaire de Paris. On pourrait faire une cartographie. Il faudrait que vous demandiez on pourrait. à nos collègues. Ce serait intéressant. Une cartographie de l'édition indépendante. On pourrait. Et alternative et en sciences humaines et sociales. Oui, ça serait un sujet de thèse. On vient d'en trouver un. J'avais posé la question à Thomas Chenezo aussi sur les connexions que vous avez eues par rapport à vos projets qui font appel aux réseaux sociaux et aux communautés. Les gens qui se connectent à ce que vous faites, est-ce que vous arrivez à identifier les provenances et à faire une petite... Est-ce que vous avez fait un travail là-dessus ? Pas vraiment. Si, en fait. Ou les publics à votre expo ? Oui, les publics, les followers des projets en ligne. C'est surtout, en fait, ça se passe par des groupes ou des pages qui sont co-administrées par plusieurs activistes, on va dire, dans différents endroits du monde, et qui regroupent vraiment une population élargie, en fait, amateurs d'art. Donc souvent, les gens se regroupent à la fois sur des groupes un peu classiques et aussi sur nos groupes,
qui sont signifiés artistiques en ligne, mais qui s'intéressent davantage aux nouvelles esthétiques. Et en fait, j'ai aussi monté un projet qui s'appelle spam.fr, qui a détourné le musée d'art moderne de la ville de Paris en 2011. Et c'est un projet qui est né en fait des réseaux sociaux et qui ensuite a été porté par Arte. Donc on est aussi parti de rien autour d'un détournement, d'une passion commune, jusqu'à l'institutionnalisation finalement d'un projet avec des médias et des artistes aussi de générations différentes, certains plus reconnus que d'autres. Et là, c'était aussi pour détourner ces lieux institutionnels au départ, enfin, ou pour faire, pour connecter d'autres choses sur ces lieux? Alors l'idée du détournement du musée de la ville de Paris, spa2m.fr, spam.fr, c'était de faire un coup de pied un petit peu aux institutionnels pour qu'ils regardent un petit peu plus les nouvelles créations d'aujourd'hui liées au digital. D'accord. Et c'était dans ce sens-là. Et je crois qu'on a eu un retour assez positif puisqu'on a eu une visibilité intéressante. Et le projet s'est aussi assis dans le monde culturel. Donc c'était pour nous un projet abouti, par exemple. Deuxième question en lien avec ce que raconte Marion. Vous êtes sur Poitiers pour partie de votre temps. Oui. Et vous êtes intervenu à Paris. Est-ce que vous avez le sentiment par rapport aux villes mondes et aux villes secondaires que ça réagit différemment, de manière très intuitive? Alors, c'est délicat. En fait, je suis à Poitiers pour une fonction vraiment très particulière pas pour votre pratique artistique, au centre d'art. Mais en fait, aussi, cette accélération-là qui amène Poitiers à 1h10 de Paris oui. change un peu tout, en fait, et dans toutes les sphères de travail, c'est vrai. Et on a la chance quand même d'être en proximité parisienne assez forte, enfin, sur nos invités. La fameuse question des transports qu'on n'a pas abordée, mais c'est vrai que sur le rapprochement des villes secondaires, entre guillemets... ça change tout. C'est peut-être des villes satellites plutôt que des villes secondaires. Oui. Oui, Poitiers, c'est plutôt une ville satellite que secondaire, vraiment. C'est pas sûr. Faut voir. Ça dépend du point de vue. Alors, en tout cas, le mien, dans le milieu culturel, on est assez connecté. Je sens qu'il y a des questions qui vont poindre du côté de la salle. On va essayer de vous passer la parole parce qu'on a beaucoup parlé, on l'espère avec une bonne transversalité. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent, qui vous questionnent, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ou vous avez des questions à poser à un intervenant, une intervenante? N'hésitez pas. C'est totalement ouvert. Est-ce que tout était clair? Les cartes d'Alain sont très claires? Tout vous va bien? Oui, il y a une question. Allez-y. Merci beaucoup déjà pour ce moment. C'était beaucoup de points de vue différents qui se rencontraient. Et notamment un espèce de paradoxe un peu entre la réduction, le ratatinement du monde, du fait des distances qu'on a franchies, de l'espace-temps qu'on traversé le temps plus vite, ce qui permet en fait de créer donc, des synergies entre les différentes personnes, des points de rencontre. Donc, ce qui fait qu'en fait le temps qui diminue et d'exploiter autre chose. Donc il y a, je ne sais pas si la notion d'être un espace exigu, est-ce que c'est pas un espace où les contours sont figés, mais l'espace à l'intérieur est restreint parce qu'en fait il y a plus en plus de stimulation et d'échange. C'est pas forcément une question en fait, mais c'est plus une... Oui, Alain? C'est très stimulant comme réflexion. Oui, parce qu'effectivement, c'est une recherche que je suis en train de mener, c'est l'usage des technologies, l'usage des TIC, technologies de l'information, dans le déplacement. Et on parle du TGV, là on parle du TGV Poitiers-Paris. Et c'est un mode de déplacement dans lequel on peut mener des activités autres que le déplacement. Et je rebondis un tout petit peu aussi sur ce qu'on a pu dire chez les géographes. Les géographes, il y a des idées qui sont vraiment intéressantes à réutiliser. C'est Lévy qui dit il y a 3 façons de gérer la distance. C'est la coprésence, je regarde mes notes, la mobilité et la télécommunication. Et par rapport à cette remarque que je trouve très intéressante sur le côté exigu de l'espace dans lequel on est, effectivement, pour aller voir dans ce TGV Poitiers-Paris, si je navigue ou que je me livre à des activités dans mon réseau social Facebook, là c'est le contraire, c'est-à-dire que certes l'espace-temps Poitiers-Paris s'est rapproché, mais à l'intérieur de ce déplacement, je suis capable de mener des activités. Je suis pas obligé de. Enfin,
voilà, je peux faire autre chose, ce qu'on appelle le multitasking dans la littérature scientifique. Et on peut penser que la possibilité de faire autre chose au cours du déplacement transforme quand même, les pratiques, les choix de mode de déplacement. Et on peut quand même faire la remarque du fait que la société dans laquelle nous vivons, elle est liquide, comme disait Bauman, comme l'a écrit Bauman. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est pas grave. On va retisser la carte. Mais c'est ce côté exigu, je trouve ça vraiment drôle que vous l'évoquiez, parce qu'on pourrait vraiment aussi l'inverser complètement et montrer qu'il y a plein de choses qui se passent dans ce temps qui se contracte. Il y a l'accélération. Voilà. Je pense à Bauman, la société liquide, parce que dans la société liquide pour Bauman, il y a l'idée d'accélération. Voilà. Si on demande aux gens, majoritairement à 80%, les gens disent les choses vont de plus en plus vite. La vie va de plus en plus vite. Ce sentiment que les choses vont de plus en plus vite, ça devient exigu. Et peut-être que ça concentre aussi, et ça devient insupportable. Et on a envie de partir au vert de temps en temps, de plus en plus souvent. Mais oui, il y a notre... On va vous passer un micro peut-être, non, je crois. C'est-à-dire que l'expérience d'un voyage que je peux faire pour la première fois entre un point A et un point B, lorsque je ferais le mouvement inverse, je la vivrais autrement et je n'aurais pas forcément le même sentiment de vitesse. Est-ce qu'on peut parler de densité du coup? Enfin, je veux dire, il y a certainement d'autres éléments, d'autres dimensions à amener dans votre travail, non? J'imagine que vous travaillez déjà là-dessus, mais... pas du tout. Non. Marion, tu veux... Marion aura certainement des choses intéressantes à dire, mais... Non, tu n'étais pas plus sur à l'aise. l'espace, on le sait, l'espace, en tout cas d'un point de vue psychologique, on sait bien que l'espace n'est pas transitif. Vous arrivez sur un terrain qui est celui de la psychologie. Et c'est vrai que pour les géographes, c'est un peu brutal ce que je vais dire, mais pour les géographes, on observe que la plupart des mouvements sont des mouvements réversibles. C'est-à-dire, métro boulot dodo, mais je dors à mon domicile, je me livre à des activités quotidiennes et je rentre le soir chez moi. Et donc, l'écrasante majorité des mouvements géographiques sont des mouvements, peut-être que Marion n'a pas l'air d'être d'accord avec moi, sont des mouvements pendulaires, réversibles. Et je vais chercher un savoir, voilà. Même les vacances, je m'y rends, je reviens. Et du coup, cette réversibilité fait que, pour les géographes, à ma connaissance, il y a très peu d'analyses géographiques qui s'intéressent à la perspective psychologique que vous mentionnez. Voilà. Oui, alors inversement, par contre, ça c'est mes vieux travaux en sciences cognitives sur la mémoire auditive, où je travaille justement sur essayer de comprendre comment la géométrie euclidienne, avec ses règles justement était trop limitée pour permettre de représenter des distances perceptives ou des choses comme ça. Mais c'est pour ça que moi je sens un lien très fort. Enfin, je vous entends avec mes vieilles expériences, mais c'est très loin tout ça. Marion ? Oui, parce qu'on a parlé à un moment donné, je crois que c'est toi, tu as parlé des rêves et du fait que ça pouvait être mélangé, un souvenir très ancien, un souvenir récent, donc on rejoint ça. Donc ça m'a ramené à mon sujet sur la science, où quand on cite, l'activité de citation, elle revient justement à aller chercher parfois des articles très très anciens, faire référence à Pline, ou regarder la littérature très récente, et un mélange de tout ça donne un article scientifique. Donc quand on regarde la date des références qui ont été citées, on va faire un voyage dans le temps parfois qui est plus ou moins... Souvent en sciences humaines et sociales, il va être encore plus loin, parce que sur les disciplines très, très appliquées, on va citer plutôt de la littérature très récente. Et donc ça permet effectivement, dans les représentations que j'ai pu expérimenter, de représenter un petit peu mentalement. Alors celle-là, elle fait vraiment très peur, mais je vais vous l'expliquer. Oui, c'est vrai que ça ne parle pas spontanément. Mais forcément, si c'est la représentation mentale de quelqu'un, ça fait peur. C'est-à-dire qu'ici,
Chaque cercle représente, avec son numéro, en fait, c'est les références à un article scientifique. Donc là, je me suis inspirée du travail d'une sociologue qui s'appelle Béatrice Millard, qui a travaillé beaucoup sur les citations et les univers de référence en fait, des chercheurs dans leur travail de recherche. Et là, moi, je regardais sous l'angle de la géographie, et donc je lui ai demandé pour toutes les références qu'elle avait dans son article scientifique, donc chacune, ça représente ici par un point, est-ce qu'elle savait qui c'était, et est-ce qu'elle savait où c'était, et qu'est-ce qu'avait apporté cette référence dans son travail. Et donc, donc là, je n'ai pas tenu compte de la dimension temporelle, mais seulement géographique. Donc on arrivait à reconstituer comme ça avec elle. Donc chaque petit truc en violet, c'est ce qu'elle m'a raconté. Donc on a à l'endroit central où il y a des cercles qui sont entourés, c'est des espaces dans lesquels en fait elle a été, c'est-à-dire qu'elle avait fait un postdoc à Rotterdam. Donc on retrouve plein de références qu'elle a citées qui sont celles de son groupe à Rotterdam. Après on retrouve des références qu'elle a citées qui sont plutôt en Angleterre. Donc ça, c'est le rond bleu. Comme c'était à une période, elle a écrit cet article à une période où elle était en train de déménager entre Rotterdam et Toulouse. En fait, le centre, là, le rouge, le jaune et le vert, il y a des références de Toulouse, il y a des références de Rotterdam. Donc, en fait, elle est en pleine transition. Et l'article, en fait, nous raconte ça. Enfin, la visualisation, quand on la commente ensemble, elle nous raconte cette histoire. Et alors, après, toutes les petites composantes que vous avez sur la droite, là, ça va être des références qui, en fait, sont à la fois plus loin cognitivement et géographiquement. Parce que c'est des références, elle ne sait pas vraiment où ils sont. Moi, j'ai pu parfois le mettre alors qu'elle ne me l'avait pas indiqué, le lieu. Donc, et c'est des références qui parfois, celles qui sont vraiment isolées, c'est des petits points, elle ne sait pas où c'est. Donc, ce n'est pas connecté à son réseau habituel. Parce que, ah oui, les liens, en fait, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que les liens, c'est le fait qu'il y ait des auteurs en commun. Donc, c'est comme ça, là, on mélange à la fois son réseau social et son... Voilà, donc, ça prend en compte beaucoup de choses. Mais, et donc, celles qui sont complètement isolées, il n'y a pas d'auteur en commun, ce n'est pas dans son réseau habituel. Et c'est généralement des références sur de la technique, ça ne lui apporte pas, c'est pas central dans sa recherche. Donc voilà, c'était pour dire qu'on peut essayer de tenir compte de ces aspects plus personnels et psychologiques, en fait. Je ne sais pas si... Est-ce que c'est une réponse ? Oui, par exemple, mais je suis sûre que monsieur, malgré tout, Elle quoi qu'il en dise... Oui, non, parce que vous parliez du contenu même du trajet, et le fait que l'espace-temps varie aussi en fonction de ce qui permet, qui peut aussi ouvrir à d'autres dimensions, comme travailler pendant le trajet. Voilà. Vous amenez quand même d'autres choses qui sont... Vous lâchez peut-être... certaines règles de la géographie pure. Alors, j'ai très envie de parler effectivement de la géométrie euclidienne, parce que moi je considère que la géométrie euclidienne elle nous induit beaucoup en erreur, énormément. Bon, on l'apprend à l'école, et elle n'est pas innée, hein. Elle est apprise, la géométrie. Donc la géométrie euclidienne, c'est le fait qu'on se déplace en ligne droite d'un point à un autre. Qui fait ça ? Personne ne se déplace en ligne droite. On ne se déplace pas en ligne droite. C'est exceptionnel. Et du coup, la géométrie de l'espace dans lequel nous vivons n'est pas constituée de lignes droites. Du coup, elle n'est pas euclidienne. Personne, Eric Cazan ne se déplace pas en ligne droite. Thomas Schnezo non plus, avec les réseaux sociaux. Tout à fait. Et là, effectivement... c'est vrai que c'est vraiment la réflexion sur la façon dont on se représente l'espace, la façon dont on se déplace aussi. Oui, mais c'est toujours très difficile. Enfin, moi, je me souviens m'être battue contre la géométrie euclidienne à l'époque, et il y avait une résistance folle, parce que c'est un modèle très puissant, quoi qu'on en dise. Très puissant, et ça résiste, étonnamment. Alors, quand ça résiste autant, c'est quand même qu'il y a des raisons solides, et... par rapport à la géométrie euclidienne, j'aime bien, moi en tout cas, chercher à montrer l'écart. Ce qui nous écarte, c'est donc autant montrer ce que c'est que cette géométrie euclidienne. Et si je voulais avoir un aparté avec vous, il faudrait que je fasse tout ce détour-là. Et voilà, par rapport à la ligne droite qui est entre nous. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est de quantifier, de mesurer l'importance de ce détour nécessaire pour parcourir. Et cet écart, c'est bien un écart à la géométrie euclidienne. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Enfin, en tout cas, c'est une des façons intéressantes de sortir de ce qu'on peut percevoir comme une prison. Et c'est vrai que
beaucoup de géographes notamment et d'économistes aiment bien tirer sur la géométrie euclidienne et dire voilà, c'est pas comme ça que ça se passe et tout. Pourtant, c'est une telle référence de notre façon de la cartographie classique. Elle induit elle est quand même basée, elle puise beaucoup dans cette référence euclidienne. Et donc voilà, donc, je milite plutôt pour, non pas pour dire que l'espace est euclidien, l'espace dans lequel nous vivons est euclidien, certainement pas, mais un espace qui s'exprime, dont la complexité s'exprime par l'écart qu'il y a avec l'euclidien. Et notamment le fait que nos déplacements ne soient jamais en ligne droite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. La dimension psychologique, elle était dans l'expression utilisée par Fernand sur les espaces délaissés. Parce que le cycliste, quand il va plus vite dans un endroit, ou quand il marche plus vite, ou quand même vous n'avez pas nécessairement retenu, vous avez dit qu'il y avait des choses, vous ne les avez pas nécessairement notées, c'est que votre attention, elle n'y était peut-être pas, ou peu importe la raison, mais c'est qu'il y a des endroits où psychiquement, vous êtes moins là, où on est différemment là, disons, à l'espace-temps. Et là, je rejoins ce que disait madame, c'est que généralement, ok, peut-être le déplacement, il peut être pendulaire, on va dans un endroit, on en revient, mais on n'en revient pas pareil que quand on y est allé. Parce que ce qu'on a vu dans un endroit, ou c'est même sa journée de travail, ou quand on va dans un voyage, on ne revient pas de la même manière du lieu de départ. Et cette dimension psychologique, elle pourrait, je sais pas moi, je la trouve assez chouette, même si c'est peut-être pas très géographique, quoi. Elle peut être géographique, mais peut-être pas au sens premier du géographe. Je pense en effet que le voyage, et surtout le voyage rapide, a quelque chose de mystérieux. Ça met dans un état, genre un voyage rapide, Paris-Marseille 3 heures. Eh bien, je me rappelle très bien quand j'étais gamin, qu'on partait en vacances et on mettait 2 jours avec la 11 chevaux Citroën. Eh bien, on n'arrivait pas du tout dans le même état mental au point d'arriver. Et les Amérindiens, enfin, un peuple indien d'Amérique, je ne me rappelle plus lequel, ils ont très bien compris, quand ils font un long voyage, ils s'arrêtent de temps en temps pour laisser le temps aux esprits de les rejoindre. Et ça, c'est absolu, c'est vraiment très bien. Je trouve que c'est parfait. Il y a quelque chose de tout à fait juste dans cette façon de voir. C'est la lenteur et les espaces vides. Je me permets de prendre la parole. Excusez-moi, je le prends beaucoup. Mais c'est pour faire le lien avec la réflexion sur les espaces euclidiens et le fait qu'on n'est pas dans des espaces euclidiens, il y a cette idée de la pause, s'arrêter. Et j'ai pu montrer notamment que la pause, attendre que les esprits reviennent, ou faire le plein de son véhicule sur l'aire d'autoroute, ou aller chercher son sandwich, ou beaucoup de choses dans l'espace public, dans l'espace urbain, qui jouent ce rôle. En fait, c'est la fonction de recharger le mouvement. Parce que le mouvement, là je ne parle pas du mouvement virtuel, mais le mouvement physique dans l'espace, il demande une énergie. Et voilà, j'ai réagi parce que vraiment, l'exemple que vous prenez me parle. On a besoin de recharger le véhicule. Et c'est vrai du véhicule que l'on peut voir, c'est vrai aussi mentalement. Le voyage long, s'il est très rapide, c'est moins nécessaire, mais s'il est long, et on le voit très bien pour la marche à pied en ville, notamment. Et on peut penser aux travaux d'une architecte suisse dont le nom m'échappe là tout de suite. Mais son but, c'est de faire d'essayer de promouvoir des réseaux piétons dans la ville, mais à des échelles vraiment d'agglomération, à des échelles
du cheminement que vous décrivez dans votre ouvrage. Et elle dit que si on veut réaliser ça, il faut pouvoir recharger le mouvement régulièrement. Parce que le piéton, voilà, il utilise ses muscles. Du coup, il faut le recharger son mouvement. Et elle dit que cette recharge, elle est, alors, le banc, la figure du banc public, la fontaine, donc la boutique à sandwich. Mais elle parle aussi de choses un peu plus, un peu moins matérielles, enfin un peu moins. Et donc elle dit qu'il faut des lieux qu'on puisse s'approprier, que le piéton puisse s'approprier. Donc je fais un long trajet, c'est ce qu'elle dit, je fais un long trajet à pied. Et à un moment donné, je sais que je vais arriver à alors, son travail fait beaucoup référence à la ville de Lausanne, qui est, pour ceux qui connaissent la ville de Lausanne, c'est une ville avec beaucoup de relief et des points de vue. Et elle dit, voilà, je fais mon long trajet de mon domicile jusqu'à la gare. Et je sais qu'à mi-chemin, je vais avoir un point de vue. Et ça y est, là, je sais que si j'ai ce point de vue sur la ville, je suis à mi-chemin de mon trajet. Donc, voilà, il y a un rythme dans le trajet. Et des points de repère. Et voilà. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que ce point de repère, elle dit que c'est un élément de recharge. Ça me semble très juste. Oui, voilà. C'est très bien vu. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris la parole, donc justement, mais c'est que c'est cette idée de la recharge d'un mouvement. Je crois qu'il y a une autre question là. En fait, c'est deux questions. Alors juste pour finir peut-être sur ce sujet, il y a aussi, je trouve, l'aspect biologique du corps, parce que oui, enfin moi je suis allée à Los Angeles il n'y a pas très longtemps. Bon, ça m'a pris 20 heures, mais ça m'a pris une semaine pour que mon corps ait compris qu'il avait fait ce trajet-là. Et aussi dans la mesure de l'espace-temps, je me pose la question du facteur économique, parce que vous calculez sur des trajets d'avion, mais déjà, c'est pas les mêmes trajets d'avion pour tout le monde. Il y a aussi des frontières dans les questions économiques de l'espace-temps, dans le calcul de l'espace-temps. Je sais pas si... Oui. Marion, non, tu veux répondre? Plutôt toi? Oui, juste, en fait, alors, c'est une lecture qu'on peut faire, c'est que si vous avez dans votre mémoire visuelle les cônes, c'est-à-dire que l'homme d'affaires, il vit dans un espace plus ou moins euclidien. Et puis, parce que c'était une interprétation possible de ces cartographies. Si on prend un aéroport comme Charles de Gaulle, il y a le passager aérien, il est vraiment dans la grande vitesse. Et puis, toutes les emplois qui sont à son service, les emplois de sécurité de l'aéroport, des gens qui vivent dans l'agglomération, eux, ils vont se rendre à l'aéroport. Tous ces gens-là vont être plus ou moins en coprésence dans ce lieu, mais leur espace-temps et leur vitesse de déplacement est très différente. Et du coup, dans ma superbe carte, ça s'exprime par la pente, par la pente dans laquelle on se trouve et la vitesse qu'on pratique. Mais effectivement, je suis d'accord que les technologies auxquelles on a affaire sont parfois un peu violentes avec nos physiologies. Et bon, est-ce qu'elle a encore plus vite va résoudre le problème? Je ne sais pas. En tout cas, quand on fait le voyage, on se rend compte que le monde est grand. Voilà. Parce que ma famille au Mexique, que je les appelle quand je veux au téléphone, là j'ai l'impression que le monde est tout petit, mais quand il y a vraiment un déplacement physique, pour moi il y a un deuxième bouquin à écrire en fait après Le Petit Monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va peut-être s'arrêter dans pas longtemps. Oui, allez-y. Je voulais parler de la cartographie en termes de fixité, moi plutôt, parce que finalement, on a l'habitude de voir des cartes, et quand on regarde ces cartes, beaucoup d'entre nous, la plupart du temps, les cartes servent à se situer, à savoir où on est, au fond. Alors, quand je suis fascinée par vos cartes sur les cônes ou les graphes, parce que les graphes, on les emploie beaucoup aussi en sciences de l'info et de la com,
et la question pose aussi, concerne aussi Facebook, hein, parce que les réseaux sociaux. Et la question aussi, puisqu'on parle de la médiation du sensible, c'est finalement, c'est l'individu qui s'écarte ou qui est face à ces réseaux sociaux, où il se situe, lui, où il se sent, où il se voit. Et là, j'aborde vraiment la question du sensible. Où il se voit, parce qu'on a parlé du repère, c'est un élément très important. La cartographie, bien sûr, il y a des dimensions géopolitiques, on les connaît. Vous en avez parlé. Mais après, par rapport à ces nouvelles représentations, où l'individu, comment va-t-il se situer ? Comment va-t-il se situer ? On a parlé de l'utilité tout à l'heure de votre carte, mais la question, ce n'est pas tellement l'utilité. Moi, je trouve, c'est oui, où, moi, quand je vois ça, où je me situe ? Est-ce que je suis au fond de toute cette courbe totalement ratatinée, perdue au milieu de tout ça ? Je trouve que c'est une question pour des personnes qui représentent des cartes. C'est une question peut-être à se poser. Qu'est-ce qui veut répondre ? Marion, non ? Non, j'ai juste deux petites réflexions. Oui, alors les graphes, finalement, là où on en voit, c'est ce que j'ai pensé tout à l'heure pour ramener au thème de la déambulation en ville, c'est ce que les représentations telles que je les fais, ça nous ramène un peu au plan du métro, où là, on a l'habitude de les voir de cette manière-là. Donc là, c'est vraiment l'expérience de l'usager. Tous les jours, en fait, on lit des graphes et on se repère grâce à eux. Donc c'est ma première petite réflexion. Et la deuxième, ça rejoint un petit peu cette histoire de demander à quelqu'un de nous raconter sa situation dans un réseau. Et donc là, ça a été fait pour la science, mais en fait, il y a énormément de sociologues des réseaux qui travaillent sur ces aspects-là, sur les réseaux personnels, en fait, et qui interrogent dans le cadre de plusieurs enquêtes des populations. Notamment, ça a été fait à Caen, à plusieurs années. Enfin, sur un panel, on parle de la recherche sur le panel de Caen, donc ça a été fait à plusieurs dates, d'aller régulièrement, les mêmes personnes, une même population, passer 2-3 heures avec eux et leur demander de décrire les personnes avec qui ils sont en relation. Enfin, je sais pas, la manière dont les questions sont posées vont les amener à décrire leur cercle familial, professionnel, les gens qui font partie de leur vie. Puis cette étude a été faite à plusieurs reprises, donc on peut voir évoluer dans le temps. Et il y a eu des tentatives récemment par ces chercheurs-là qui font ce travail depuis plus de 10 ans, de regarder aussi l'espace de ces réseaux, des personnels, des habitants de Caen qui ont été décrits, de les mettre aussi sur des cartes parce qu'ils se sont dit que c'était intéressant, qu'il y avait des différentes configurations qui étaient apparues. Et ils observaient aussi, ce qu'ils essayaient de tester, c'était l'effet de certains événements sociaux dans la vie des personnes sur leur réseau social, sur leur position dans leur réseau, sur l'élargissement ou le rétrécissement de leur réseau à certains moments qui pouvaient être liés à des déménagements, à des ruptures, Donc tout ça, ils ont étudié. C'est parfois un peu triste de les entendre, mais il y a aussi des choses... Enfin, c'est vraiment très, très, très animé, très intéressant. Et voilà. Je pense qu'on va être obligé de rendre la salle. On peut continuer à échanger, si vous le voulez, autour d'un verre. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Bonne soirée.